Ligne zéro, c'est là qu'Armano a commencé à nager. À 16 ans, dans un club de triathlon à Rouen. Pas de technique de respiration, des bras dans tous les sens, et 30 ans plus tard, il termine les championnats du monde de swimrun en Suède. Alors oui, dernier du classement, mais finisher. Alors entre la ligne zéro et la ligne d'arrivée en Suède, il y a 6 caps, 6 étapes concrètes que chaque nageur adulte traverse pour progresser. De la première respiration posée jusqu'au moment où ce sont les autres nageurs qui te disent viens avec nous dans notre ligne. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, je suis Théo, éducateur sportif, coach en natation et créateur de Swim Smart. Swim Smart, c'est tout un écosystème de contenu, du gratuit et du payant, pour t'aider à reprendre le contrôle de ta natation et à l'intégrer dans ta vraie vie. Alors, aujourd'hui, c'est un épisode que j'ai tourné au Luxembourg. J'ai eu la chance d'aller voir Hermano. Alors, Hermano, c'est le créateur du podcast Devenir triathlète que je t'encourage vivement à suivre, à t'abonner et à écouter, à dévorer. En tout cas, moi, il m'accompagne dans mes sorties longues quand j'en fais. Et j'étais au Luxembourg pour tourner le premier épisode de la série J'irai nager chez vous, qui arrive bientôt sur YouTube. Je suis en train de faire le montage et je galère un peu, mais ça va venir. Donc Hermano, il est podcasteur depuis 10 ans, il est créateur de Devenir triathlète, il est écrivain, il est recruteur et du coup triathlète depuis l'âge de 16 ans. Le jour où il s'est dit, tiens, si on en faisait un, eh ben on va apprendre. Donc on va parler de son rapport à l'eau depuis l'enfance en Sicile, de ce que ça fait d'apprendre à nager dans la ligne zéro. On va aussi parler des brassards, de natation scolaire et surtout des caps qui l'ont fait passer de je sais pas nager à, et je le cite, j'ai une technique de merde, mais j'avance quand même. Et comme d'habitude, j'ai préparé un PDF pour l'épisode, il s'appelle les 6 caps du nageur adulte. Dedans, tu vas trouver donc les 6 étapes par lesquelles passe un nageur adulte qui progresse. Poser la respiration, sentir la glisse, enchaîner au mur, tenir une distance, suivre les pieds de quelqu'un et être invité dans la ligne d'eau d'au-dessus. Pour chaque cap, tu as un repère sensoriel qui te dit que tu y es et ce que tu peux travailler pour passer au suivant. Tu le trouves sur swimsmart.fr/218, le lien est dans la description. Si l'épisode te parle, n'hésite pas à t'abonner, à partager, c'est en partageant que tu vas aider le podcast à grandir. Un grand merci à toi Hermano pour tout ce que tu fais pour le triathlon, pour la natation et pour m'avoir accueilli chez toi pendant ces quelques jours, c'était passionnant et j'ai trop kiffé. Avant de te laisser écouter cette discussion à bâton repos, alors tu commences à me connaître, je fais pas mal de digressions, mais Hermano, lui aussi, donc ça part un peu dans tous les sens, mais c'est ça qui est intéressant et c'est ce qui permet d'aborder des sujets qu'on ne prend pas le temps d'aborder d'habitude. Et avant de te laisser avec ça, le PDF que j'ai construit, c'est une trame. C'est pas la trame, c'est pas la seule façon de faire, mais c'est une façon de faire. Ça te permet d'avoir des billes, de savoir où tu en es à peu près et de savoir quoi faire pour passer à l'étape d'après. En aucun cas, c'est une façon de dire c'est comme ça que tu dois faire et pas autrement. Non. Moi, je te laisse avec cet échange qui, je suis persuadé, connaissant le loustic et me connaissant moi, que c'est pas le dernier avec Hermano. Je te souhaite une bonne écoute, une bonne journée et à très vite dans le... Bonjour Hermano, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Théo, écoute ça va très bien, je t'en remercie. Et toi, comment vas-tu? Ça va très bien, très content. On est au Luxembourg, on est chez toi, tu nous accueilles. Donc un grand merci déjà, un grand merci. Ça fait un moment qu'on voulait faire ce podcast et ravi de le faire. Et on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Tu as une très jolie bonnette. Donc allez sur YouTube pour voir la belle bonnette d'Hermano. Et regardez aussi la belle bonnette de Théo, Voilà. d'ailleurs. J'ai une très belle bonnette, mais on commence par laquelle? Devenir triathlète, parce que tu es podcasteur, tu es confrère podcast, devenir triathlète. En effet, et oui, ça fait maintenant, on est dans la 6e année de ce podcast qui s'appelle Devenir triathlète, qui à la base s'appelait le podcast de Oana, mais on aura peut-être l'occasion de revenir un petit peu sur l'histoire de ce podcast. Donc ouais, podcasteur avec Devenir triathlète depuis 6 ans maintenant, et de manière générale, podcasteur indépendant depuis un peu plus de 10 ans, depuis 2014 exactement. Alors un petit mot sur devenir triathlète. Et j'ai été invité à devenir triathlète
Est-ce que tu peux dire un petit mot sur l'épisode qu'on a fait ensemble pour s'il y en a qui n'ont pas écouté, qu'ils aient envie de le voir? Qu'est-ce que tu as aimé dans cet épisode en espérant que tu l'aies apprécié? Alors déjà, j'ai beaucoup aimé, mais le off, donc personne ne pourra l'entendre. Parce qu'en plus, je crois que je t'ai même pas fait le coup d'enregistrer quand on était en off. Donc on a dû bloquer 2 heures pour enregistrer. Je crois qu'on a fait 1 heure et demie en off. Ouais. Et au final, on a fait quand même un épisode d'1 heure parce qu'on s'est dit qu'une demi-heure, ça faisait un peu trop short pour revenir sur toi, ton historique et un petit peu comment est-ce que non seulement tu pratiques le podcast, mais aussi la natation, comment tu as pratiqué et comment tu encourages les gens à pratiquer, à remettre la natation dans leur quotidien. Ce que j'ai apprécié, écoute, c'est déjà toi, Théo, parce que je trouve que tu es un mec avec toujours le sourire, la banane, et ça se ressent même en audio, et encore plus quand on fait une vidéo ou quand on se voit en vrai comme aujourd'hui. Et puis tous les conseils que tu as pu dispenser, et j'ai eu des bons retours sur l'épisode, donc s'il y a des auditrices et des auditeurs de Devenir Triathlète qui nous écoutent chez toi, là, sur SwimSmart, je vous encourage à envoyer un petit message à Théo et à lui dire que vous l'avez découvert chez moi. Parce qu'évidemment, c'est d'abord chez moi que vous l'avez découvert avant d'aller écouter SwimSmart. Oui, parce qu'au début, on rentre en contact et moi, dans ma tête, c'est pour parler que toi, tu viennes sur SwimSmart et on se cale un rendez-vous. Et tu m'as pas dit si on cale un rendez-vous pour faire un épisode. Pour moi, c'était on fait connaissance. Et maintenant, je dis, ah, bah, en fait, on fait un épisode. Et voilà. Donc, je suis arrivé en retard à mon boulot. Parce que c'était sur la pause déjeuner et c'était tellement passionnant comme échange. On a parlé de plein de trucs, on a parlé des menstruations, comme quoi on allait devoir faire un épisode table ronde. Est-ce que tu as pu cogiter un peu sur cette idée ou pas encore? Il y a tellement d'idées sur lesquelles je cogite un peu trop souvent et au final, au bout d'un moment, tu sais, ça commence à s'éluder. Mais c'est bien que tu sois là et que tu en reparles. On va pouvoir aborder ce sujet-là, notamment peut-être avec ta productrice qui va pouvoir nous apporter des, Bah oui. des insights, puisque c'est une femme. Donc forcément, en théorie, c'est plus elle le cycle menstruel que nous. Ouais, elle est plus au point que nous là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a parlé de ça, mais surtout sous l'angle de comment aussi est-ce qu'on accompagne des athlètes femmes qui sont confrontées aussi à leur cycle menstruel ou au contraire qui ne sont plus confrontées à leur cycle menstruel et l'impact que ça peut avoir sur elles, leur santé physique et mentale et que c'est pas uniquement de pratiquer un sport qui va amener à des aménorrhées non seulement dans la pratique peut-être un peu trop excessive ou mal calibrée de leur sport, mais aussi sur leur alimentation, etc. Donc, on s'était dit qu'on ferait cet épisode, mais on va y arriver, on va avancer là-dessus, t'inquiète. Voilà, donc j'ai remis une pièce dans la machine parce qu'on a parlé de la formation des maîtres nageurs et tout, et justement sur ce côté-là qu'on n'était pas forcément très accompagné, très au fait, c'est un sujet qui est de plus en plus répandu et de plus en plus courant sur les réseaux sociaux, et c'est un des points positifs des réseaux sociaux. Justement, en parlant de réseaux sociaux, toi tu es sur quel réseau social? Très dur à dire. Pour si jamais des gens veulent te suivre, et quelle est ta façon de consommer ces réseaux? Je suis très mauvais là-dessus, Théo. Je t'ai dit que j'avais pas de tabou, mais espèce d'enfoiré. Non, mais en toute transparence, comme le dit très bien mon associé sur la vie pro et sur le studio de podcast, il vaut mieux être sur un réseau social qu'être sur tout, parce que si t'es sur tout, t'es sur rien du tout. Et en fait, c'est un peu mon défaut, c'est que je publie un peu sur les réseaux principaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn. Twitter, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds. Et je ne suis quasiment qu'un partageur d'informations et je vais très peu piocher des informations. Je me tiens très loin aussi bien des réseaux sociaux que des jeux vidéo parce que très jeune, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était du tout ou rien et que si je mettais un pied dedans, j'arrivais pas à en ressortir. Donc, je m'auto-flagelle en me disant que je n'y vais pas, sauf pour publier. Et des fois, quand je vais publier, c'est vrai que je vois des trucs qui passent. Bon, à ma décharge, on n'a pas encore parlé du côté pro, mais sur le côté pro, je suis recruteur, donc je passe en gros 90% de mon temps sur LinkedIn à chercher des gens pour pouvoir les recruter pour le compte de mes clients. Et donc forcément, sur LinkedIn, je vois passer beaucoup plus de choses, j'y passe beaucoup plus de temps, mais j'essaye malgré tout de ne pas consommer d'informations sur les réseaux sociaux. Ce qui va aussi de pair avec la ligne éditoriale de mes podcasts et en particulier de Devenir Triathlète, c'est que les gens que je reçois, c'est des gens soit qui pop, soit que je connais, soit dont une actualité pop quelque part, même si je ne suis pas trop l'actualité sur les réseaux sociaux. Donc en gros, c'est les gens qui sont le plus visibles à un moment donné et accessoirement après des gens qu'on me recommande et que je vais moi-même chercher plutôt que des gens qui viennent à moi ou des gens qui sont... j'arrive pas très bien à tourner ça. Mais en fait,
j'essaye de recevoir des gens que j'estime intéressants pour moi et pour l'audience, plutôt que de donner la parole à n'importe qui juste parce qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux. C'est un peu comme ça que je voulais dire. Voilà, c'est très bien dit. Et moi, j'étais conseiller, tu vois, un peu parrainé. Ça donne l'impression de ça, tu vois, quand tu as des clubs, des groupes dans lesquels tu veux rentrer, il faut que tu aies 2 parrains qui te... Voilà. Donc, un grand merci à Bertrand et Mathieu qui, grâce à eux, nous ont mis en contact et je suis rentré dans ta sphère et c'est un plaisir. Doucement quand même sur ce type de... on est entre nous, ok, mais là c'est pour donner le ton un peu du podcast. Je vais te pourrir ton épisode. Ah non, mais ça va, ça part sur des chapeaux de roue. Je sais pas combien on va aller jusqu'au bout, mais moi je passe un bon moment, donc c'est le principal. Moi dans Swim Smart, l'idée c'est de mettre l'humain au centre de la pratique. Je suis dans une liste électorale au conseil municipal parce qu'on a gagné, ça y est, on est élu, pour mettre l'humain au centre de la ville. Citation Donc il y a ces pourrie politique. Donc c'est ces valeurs. Je suis dans un collectif pour agiter le monde aquatique en mettant l'humain au centre. Toi qui fais du recrutement et qui as croisé beaucoup d'athlètes où tu te concentres sur le parcours des gens, quelle est l'importance de l'humain et comment tu le mets en lumière dans ta vie pro? Ça fait des questions compliquées. T'as vu ça? Oh là là. Bah, en fait, pour ceux qui me connaissent, j'espère qu'ils te le diront, et ceux qui ne me connaissent pas mais qui m'écoutent, ils se rendront compte. L'humain est vraiment au centre de tout ce que je fais et de tout ce que j'entreprends. Je fais du recrutement. S'il n'y a pas d'humain, il y a rarement du recrutement quand même. Ce qu'on recrute, ce sont des humains. Donc déjà, là, dans le podcast, ça fait 10 ans que je fais du podcast et j'ai fait très peu de podcasts solo parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'interagir avec les gens, de comprendre leur point de vue, d'entendre ce qu'ils ont à partager, à apprendre, de le partager. Et ce matin, en off, on en parlait, j'ai reçu un message de Cyril Blanchard, salut Cyril si tu nous écoutes, que j'avais mis en relation avec Mathieu Poulain, t'en parlais tout à l'heure, ancien champion du monde de swimrun. Et les deux m'ont dit merci pour la mise en relation. Voilà, c'est ce que j'aime faire parce que pour moi, l'humain, c'est ce qu'il y a au centre de tout. Même si j'aime bien aussi parfois être un petit peu égoïste, égocentrique. Surtout si tu demandes à ma femme, elle va te dire que c'est tout le temps. Mais bon, voilà, ça, on est sur des sujets perso. Mais c'est ça qui est bien. Et quand on s'est rencontrés, tu m'as mis en relation avec plein de gens. Trop pour moi, j'arrive à gérer. Et moi, j'ai besoin de prendre du temps pour mettre les choses en place. Mais voilà, il y a plein d'épisodes qui vont venir où c'est toi qui nous habille. Je pense que par exemple à Yves-Antoine, ouais. On a fait un épisode avec Yves-Antoine passionnant sur la pédagogie et sur le fait que on ne dit jamais aux gens tu peux être champion olympique, alors qu'on leur dit tu peux être médecin, tu peux être avocat, crois en toi, mais pas dans le sport. Bah non, parce que trouve-toi un vrai job quand t'es sportif de haut niveau. En fait, le sport, c'est pas un job. Et voilà, donc il y a plein d'épisodes qui vont venir, et pour ça, il faut s'abonner pour pas louper les prochaines sorties, puis pour aider d'autres gens à découvrir. Comme tu le vois, j'aime bien, avant de rentrer dans le sujet, prendre le temps d'échanger un peu de tout et rien pour qu'on comprenne pourquoi tu as invité. Parce que pareil, j'invite pas des gens juste parce qu'ils ont plein d'abonnés ou juste parce que ça, mais parce que... Ouais, surtout qu'avec moi, plein d'abonnés, tu vas pas aller loin. Ah bah j'en ai encore moins. Donc si ça peut te rassurer, j'en ai encore moins. Même si j'ai beaucoup d'auditeurs, c'est ouf ça. D'ailleurs, toi, comment tu le vis? Moi, j'ai plein d'auditeurs, mais très peu d'abonnés. Alors, toi, est-ce que c'est pareil ou est-ce que tes chiffres sont plutôt corrects? Je t'avoue que j'essaie de pas regarder les stats parce que sinon ça devient vite déprimant. Sinon c'est les montagnes russes parce qu'il y a des épisodes, tu fais 10 000 écoutes et puis il y en a d'autres, t'en fais 1500. Tu te demandes ce qui s'est passé parce qu'en fait celui où t'as fait 10 000 écoutes, ouais, t'as passé un bon moment avec ton invité, mais c'était pas forcément l'épisode de tes rêves. Et puis celui où t'en as fait que 1500, en fait, c'est un épisode où t'as ressorti plein d'informations, plein de quick wins, où t'as passé un moment exceptionnel avec la personne. Et là, t'es déçu, en fait. Alors, est-ce que c'est l'invité qui joue? Est-ce que c'est toi, l'intervieweur, qui a pas été bon? Est-ce que c'est la mise en avant qu'on a fait sur les réseaux qui était pas bonne? Ou est-ce que c'est juste que pas de chance? Je saurais pas dire. Mais donc, j'essaye de pas trop regarder les stats. Malgré tout, c'est comme pour les réseaux sociaux, quand je vais publier sur les réseaux, il y a des fois des choses que tu vois passer parce que tu te connectes à la plateforme. Quand tu vas publier un épisode, de temps en temps, tu as les stats qui apparaissent et tu dis « Ah merde, j'en suis là » ou alors « Waouh, génial, ça a super bien marché ». Donc sur la partie stats, j'essaie de pas trop regarder. Et après, ce que je trouve très frustrant dans le podcast, c'est que
les gens t'écoutent, mais tu ne sais pas qui t'écoute. À moins que les gens prennent le temps de prendre attache avec toi et te dire tiens, j'ai écouté tel épisode, te faire un retour, j'ai aimé, j'ai pas aimé, ton invité était pas top, ton invité était génialissime, est-ce que je peux avoir une mise en relation, ce genre de choses. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous nous appréciez, n'hésitez pas à le faire. Et puis surtout, pendant que vous y êtes, là sur le téléphone, vous mettez 5 étoiles sur le podcast, hein, c'est obligatoire. Mais donc, je trouve ça super frustrant parce que tu sais pas avec qui tu ne sais pas qui t'écoute. Et donc, il y a effectivement 2 stats dans le monde du podcast. Il y a le nombre d'abonnés, donc les gens qui ont appuyé sur la cloche sur YouTube ou sur LinkedIn suivant la plateforme de podcast, qui se sont abonnés au flux RSS et donc qui vont recevoir des informations à chaque fois qu'un nouvel épisode est publié, ou à la limite que votre téléphone télécharge d'office des épisodes. Et ça aussi, je vous invite à le faire, surtout. Merci, ça nous aide à augmenter les stats. Et donc, c'est très souvent décorrélé parce que tu as des gens qui t'écoutent mais qui ne sont pas abonnés. Tu as des gens qui se sont abonnés sur un certain type de plateforme ou un certain type de lecteur de podcast, mais ce n'est pas comptabilisé sur les plateformes de podcast, notamment principales que sont Apple Podcast et Spotify. Donc, c'est complètement décorrélé et encore une fois, je pense que c'est des stats qu'il ne faut pas forcément regarder. Moi, la seule chose qui me fait vibrer, c'est justement quand les gens reviennent vers moi et me disent tiens, j'ai écouté tel épisode, ou juste un petit mail comme ça, merci pour ce que tu fais. Là aussi, des fois, tu ne sais pas qui c'est, parce que ça peut être juste par le formulaire de contact du site internet. Il y a des gens, ils signent même pas, ils t'envoient juste un mail en te disant merci, et tu sais pas comment les joindre, et les gens n'ont pas signé, et ça c'est la meilleure des récompenses, je trouve, et c'est les meilleurs des stats. Quand tu commences à avoir des gens qui reviennent vers toi, je trouve que c'est... J'avoue, moi ça commence des commentaires sur YouTube en mode merci, ça m'a redonné envie de nager, ou tu me motives, ou je me retrouve dans ton contenu qui parle pas trop de technique mais plus de sensations, de ressenti, de mental, et ça fait du bien. Et c'est aussi pour ça que je suis au Luxembourg en ce moment, que je lance la série J'irai nager chez vous, parce que j'ai des abonnés premium, et donc pour les rencontrer en vrai, quoi, pour mettre un visage sur les écoutes et nager avec vous. Et c'est toi le premier invité. Et ça va se passer ce soir. Ce soir, on nage ensemble. La pression. Alors, c'est vrai qu'il faut que je regarde là-bas parce que c'est là-bas que je suis filmé. C'est là-bas que tu es filmé, mais je m'en fiche. Il y a la GoPro là, je suis un peu tordu. Et je vais lui pourrir son épisode, mais quel bon. Et c'est vraiment intéressant ce côté. C'est là qu'on voit si c'est un bon podcasteur. Bah oui, ça va en plus, il va rien couper, donc je vais vraiment passer pour un espèce d'imbécile. Et c'est vraiment intéressant de ce côté humain de mettre au centre. Et c'est là où on va petit à petit rentrer dans le sujet, parce que effectivement, je suis un bon podcasteur, donc je fais des belles transitions. Magnifique. Et ton parcours, est-ce qu'il est jalonné de rencontres? Et est-ce que c'est l'humain a jalonné ton parcours de natation, ou tu es plutôt en mode, bah non, moi je suis un peu solo dans ma pratique du sport? Ça a toujours été à la base des rencontres. Je l'ai dit, je produis le podcast Devenir triathlète depuis 6 ans. Ma rencontre avec le triathlon, elle s'est passée en 96. Je l'ai déjà raconté j'ai plein de copains qui m'ont invité sur leur podcast, mais pour ceux qui ne les auraient pas écoutés, on va la refaire ici. Donc 96, j'ai 16 ans, je vais à la piscine à Rouen, là où j'habite, avec mon pote de toujours, Greg, et on y allait un samedi après-midi, comme des ados de 16 ans, aller montrer un peu bourrer nos muscles. et puis à l'époque, en 96, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, où ça balbutiait à peine, donc on y allait juste comme une sortie du samedi après-midi, quoi. Et à l'époque, à la piscine de Rouen, on voit une affiche triathlon de Rouen. Oui, les affiches, oui, le siècle dernier. Et il me dit, tiens, c'est marrant si on faisait ça. Je crois qu'on était au mois de mars ou d'avril. Et puis j'ai regardé et puis on s'est inscrit. Je me suis inscrit, il ne l'a jamais fait. Par contre, moi, j'ai fait mon premier triathlon à ce moment-là, qui était un distance S, enfin distance découverte, ça s'appelait à l'époque, 500 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Et j'ai tout de suite été piqué par le virus. Et ça a été le début de mon histoire d'amour avec le triathlon. Bon, pour l'anecdote, Greg n'a jamais fait de tri, mais c'est pas grave, c'était un hockeyeur, donc la piscine à Rouen, elle était juste à côté de la patinoire, donc voilà, c'était comme ça un petit peu que l'histoire avec le triathlon a commencé. Et à partir de là, je me suis inscrit au triathlon de Rouen. J'ai fait 2 mois à essayer de m'entraîner, et je n'avais encore aucune notion de l'entraînement à cet âge-là. J'ai fait mon premier tri, j'ai passé un moment exceptionnel, et j'ai tout de suite signé avec le club de Rouen Tri. Enfin, je me suis inscrit parce que signé, ça voudrait dire qu'ils m'ont embauché, loin de là. Et c'est là que j'ai en fait commencé à apprendre à nager. Avant,
Je savais flotter, j'évitais de couler, mais je ne savais pas vraiment nager. D'ailleurs, c'est dommage qu'à l'époque, on n'avait pas des caméras, des téléphones et autres, parce que je pense que si on m'avait filmé en train de nager, ça aurait été marrant. Et tout ça, c'est né en fait déjà d'une rencontre ou de l'humain, c'est-à-dire une affiche posée, puis on se pose la question avec mon pote, on y va pas, ça peut être marrant. Et après, toute l'histoire du triathlon a tourné autour du club que j'ai rejoint, d'un entraîneur que moi je trouvais génial, qui a pris en main les débutants. Donc on était dans la ligne zéro, et puis il a commencé à nous transmettre certaines techniques de nage, et on a commencé à apprendre à nager. Alors quand on apprend à nager techniquement à 16 ans, forcément, et on le verra peut-être ce soir, et tes auditeurs le verront peut-être sur YouTube, j'ai beaucoup de problèmes techniques, mais voilà, ça fait partie du jeu. En même temps, j'avance, et sur les triathlons, j'étais pas trop ridicule. Donc l'humain a toujours été au centre de tout ça. C'est avec un humain qu'on s'est posé la question si on y va ou pas. C'est un humain qui m'a initié ou qui m'a entraîné, qui m'a expliqué et qui m'a permis de progresser. Et c'est un peu la tagline de devenir triathlète, c'est-à-dire écoutez-nous pour découvrir ce que c'est que le triathlon, continuez à nous écouter pour progresser et continuez encore plus à nous écouter pour performer dans le triathlon. Et c'est finalement ce qui s'est passé pour moi avec cet entraîneur de club, avec ses copains et avec les magnifiques rencontres que j'ai faites. Parce qu'à l'époque, il y avait d'autres jeunes plus ou moins de mon âge qui après sont devenus des triathlètes professionnels de très haut niveau et avec qui j'ai eu des échanges encore il y a quelques temps dans le podcast, pour le podcast. Et quand je vais à Rouen, je retourne sur mes terres natales, et je vais prendre un café chez eux et c'est toujours génial de se dire ce mec-là, il était au plus haut niveau mondial dans ce sport que j'aime tant, quoi. Voilà. Donc l'humain a toujours été au centre. Et c'est ça, c'est la complexité de cet épisode, c'est que tu es un peu une star. Merci. T'as été interviewé, ou t'as interviewé plein de fois, t'as raconté ton histoire comme tu l'as dit plein de fois, et donc tout l'enjeu de là, c'est d'essayer de poser des questions qu'on t'a pas posées, et que ça soit intéressant pour toi, et qu'on apprenne pour nous, et que si les gens apprécient le personnage, parce que le terme personnage, je pense qu'on peut l'utiliser vu le début de podcast, mais vont aller chercher ailleurs et trouver d'autres informations. Donc t'as des jokers, si on t'a déjà posé la question que je te pose trop de fois, tu as le droit de dire non, on passe à autre chose. Non, mais de toute façon, je ne la raconterai jamais de la même manière parce qu'en fait, je suis un petit peu mégalo aussi. Donc des fois, j'invente des détails. Comme par exemple, j'aurais pu te dire que Greg avait un maillot de bain rouge. C'était pas vrai parce qu'à l'époque, on avait encore le droit d'aller se baigner avec des shorts et on était plutôt pas trop dans la démonstration. Mais voilà. Est-ce que tu te rappelles de la genèse de ton histoire avec l'eau, avec la natation? La première fois où tu vas dans une piscine ou te baigner, est-ce que tu t'en souviens? Alors, je me souviens pas de la première fois. Parce que ça remonte. Ouais, je suis vieux en plus. En 3 jours, je prends 46 ans, espèce de salaud. Non, je me souviens pas de la première fois. Par contre, pour la petite histoire, et ça, je sais pas si je l'ai déjà raconté ailleurs, mon père est d'origine sicilienne. Il est né, il a grandi en Sicile et il a émigré en France pour les beaux yeux de ma mère. On fait tous des conneries. et voilà, me voilà quelques années après. Et donc, mon père a toujours eu une relation très proche de l'eau, de la mer, parce que bien qu'il soit insulaire, c'est un peu le complexe du marin. Tu sais, le marin qui travaille toute sa vie sur un bateau, qui ne sait pas nager. Et il y a beaucoup de gens d'insulaires, donc de gens qui sont nés, qui vivent sur des îles, qui savent pas nager ou qui ont peur de l'eau. Bon, lui, c'était pas le cas. Lui, c'était un pur produit sicilien. Quand il était petit, il allait à l'école dans la journée. Dès que l'école, en Italie, il n'y a pas d'école l'après-midi, donc dès que l'école était finie, il allait à la plage, il plongeait, il faisait de l'apnée, il allait chercher des oursins, des poulpes, des machins. C'était les années 60-70, donc la belle vie. Et du coup, je me souviens que, étant gamin, déjà à l'époque, on ne prenait qu'une fois des vacances dans l'année, c'était 4 semaines et c'était très souvent en Italie, en Sicile. Et après, quand je suis devenu un peu plus grand, que j'ai une petite sœur, on était un peu plus près en Europe, on allait plutôt on a fait un peu d'Espagne, un peu la Yougoslavie, on a un peu changé, puis après beaucoup la Côte d'Azur. Mais toujours au bord de la mer, parce que mes parents ne sont pas des gens qui apprécient particulièrement la montagne, et surtout, ils avaient ce besoin du soleil et de la mer. Donc, je ne saurais pas te dire mon premier contact avec l'eau, mon premier rapport avec l'eau, mais ça a toujours été. Mais c'est plutôt positif, enfin, c'est des bons souvenirs. Ah, c'est extrêmement positif. Pour moi, l'eau, ça a toujours été un terrain de jeu. Je t'ai dit, j'ai appris un peu la technique de nage à 16 ans, mais malgré tout, avant,
et c'est ce que j'observe aussi avec mes enfants, parce qu'on n'a pas dit, mais j'ai 4 enfants que j'ai étalés sur 20 ans, et le dernier à 5 ans, donc on voit toujours un petit peu cette évolution. Une pile électrique. Une centrale nucléaire. Mais voilà, moi je me souviens toujours, moi, me voir moi, et puis ma sœur, et puis après mes enfants, ces moments de vacances à la plage. Et à la plage, en fait, les parents sont posés sur la serviette, on lit, on casse-croûte, on fait ce qu'on veut, et les gamins, ils sont sur la plage, au bord de l'eau, les pieds dans l'eau, la tête dans l'eau. Et en particulier moi, si tu me poses la question à moi, j'ai jamais eu peur de l'eau. J'ai jamais vraiment apprivoisé l'eau, mais j'ai jamais eu peur de l'eau. Donc c'est que des souvenirs positifs. Je me souviens d'un truc, je sais plus quel âge j'avais, j'étais au collège, je devais avoir 12-13 ans, et on avait une séance de natation à la piscine. Et j'étais rentré à la maison tout fou, tout content, parce que on avait, entre guillemets, un test de natation, et j'avais réussi à nager 1000 mètres en crawl. Bon, attention, allez voir la technique. Hein. Aucune technique de respi, je sais même pas si j'avais respiré, ou alors j'avais respiré, mais n'importe comment. Je sais que avant que j'apprenne vraiment à nager, j'avais les bras qui partaient dans tous les sens, j'éclaboussais beaucoup, etc. Mais je me souviens de ce moment encore plus positif dans vraiment ce qui allait être l'apprentissage de la natation, c'est que j'avais nagé 1000 mètres non-stop. C'est ouf, ouais. Waouh. Et j'avais 12-13 ans, quoi. Peut-être un peu plus vieux que ça, parce que quelques temps après, justement, je commençais le tri et je commençais à apprendre à nager. Et je me disais, à 1000 mètres, ouais, t'es gentil. mais tu vois, c'était ces souvenirs-là qui sont positifs. J'ai jamais eu de souvenirs négatifs. On m'a jamais jeté dans l'eau et on m'a jamais noyé dans l'eau. On chahutait beaucoup avec mon père, même dans l'eau. Et j'ai jamais eu l'impression de mourir, tu vois. J'ai jamais été traumatisé par l'eau. Mais c'est intéressant parce que c'est la question que je pose tout le temps pour montrer qu'il n'y a pas une façon d'apprendre à nager. Moi, par exemple, les bébés nageurs, je pleurais. Et j'ai passé 1 an à pas dépasser le pédiluve tellement je pleurais. Et j'avais vraiment peur de l'eau. Et j'ai mis plusieurs années avant de mettre la tête dans l'eau. Et aujourd'hui, ça va, je gère à peu près l'élément aquatique et je suis devenu maître nageur, entraîneur et tout. Et c'est important. Je te coupe, mais voilà, tu vois, sur cette... Fais comme si c'était ton podcast, il n'y a pas de souci. Non, mais tu parles de l'apprentissage de la natation, ou en tout cas de la familiarisation. La familiarisation avec l'eau, le fait de prendre l'eau en main. Je crois que je t'en avais déjà parlé en off, mais je te racontais comment ma fille a appris à nager. On était en Sicile chez des amis, et ces amis nous ont proposé d'aller visiter un lac de montagne en Sicile. Donc il y avait 1 heure de route, et puis après on s'est garé en haut de la montagne, et après il fallait marcher pendant 1 heure pour arriver sur ce magnifique lac perdu en plein milieu de la montagne. C'est un coin un peu touristique, donc il y a quand même un peu de monde, mais malgré tout on est coupé de tout, quoi. Et on est en plein milieu d'une île dans un lac de montagne. C'est juste magnifique. Et donc on marche. Ma fille, elle avait à peine 2 ans, je crois, parce qu'elle savait à peine marcher. Je me souviens qu'elle portait encore des couches. Je la porte sur les épaules, il faisait chaud, on était en Italie, en Sicile, même si c'était en montagne, il faisait chaud. On arrive au bord du lac, elle se déshabille, elle saute dans l'eau. Et là, il m'a fallu 3 secondes pour me rendre compte que, merde, elle sait pas nager. Et là, moi, j'ai sauté, j'étais encore habillé, j'ai été la chercher. Et en fait, t'as plein de gamins qui pourraient te raconter ça comme étant un traumatisme avec l'eau. Ouais. Parce que tu plonges, tu sautes, tu vois l'eau, t'es attiré, tu sautes, et puis en fait, tu sais pas nager, tu te noies. Alors, est-ce que c'est parce que moi, j'ai l'impression que ça m'a pris 3 secondes, peut-être que ça m'a pris une demi-seconde avant de sauter, ou peut-être que ça m'en a pris 15. Est-ce que c'est parce que moi, j'ai sauté, je l'ai aidée, et finalement, elle n'a pas eu le temps d'avoir peur, ou est-ce que, en fait, elle s'est pas rendue compte, elle a sauté, et puis elle n'a pas eu de traumatisme à ce moment-là? Je ne saurais jamais dire. Mais en tout cas, elle, c'est comme ça qu'elle a appris à nager. Là où mes garçons, il a fallu un peu plus les pousser dans l'eau. Et chacun apprend sa manière d'apprivoiser l'eau, ou pas, mais effectivement... alors, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Déjà, tu as le caractère de l'enfant. On veut formaliser une façon d'apprendre à nager alors que les gens sont différents, les caractères sont différents, donc forcément... j'ai interviewé il n'y a pas longtemps Benjamin Stasiulis, ancien membre de l'équipe de France de natation, et pareil, on l'a lancé dans l'eau lui, mais sauf qu'il a trouvé ça cool, c'était un petit défi, et du coup il a surmonté ça. J'en ai interviewé d'autres qui disent non, mais ça me fait un blocage. T'as ça, t'as aussi la réaction des parents, et c'est ce que je dis quand on fait des bébés nageurs, genre que ça, si l'enfant tombe dans l'eau, faut surtout pas se ruer dessus, le serrer très fort, le monter très haut en mode attention, est-ce que ça va. Si tu montres que c'est normal, qu'il n'y a pas de souci, déjà tu vas atténuer un petit peu la peur. Donc tu as tellement d'éléments qui rentrent en jeu. Voilà, prendre conscience de l'humain, c'est accepter que ce n'est pas forcément la meilleure des méthodes, mais accepter aussi que ça peut être une méthode
acceptable et qui peut être la plus adaptée en fonction de chacun, quoi. Donc ta fille rentre dans cette catégorie et c'est bien aussi d'en parler, de dire c'est pas que traumatisant si c'est fait dans les bonnes conditions pour les bonnes personnes. Et tu vois, justement, pour illustrer ça, à l'inverse, notre dernier qui a 5 ans, j'ai voulu lui apprendre à nager en allant avec lui dans l'eau, en le portant, en le laissant aussi parfois mettre la tête dans l'eau, puis alors pas couler, mais se rendre compte qu'effectivement tu peux pas respirer dans l'eau, mais quand tu as 2-3 ans, c'est un apprentissage. Mais papa est toujours là, tout en essayant d'être présent. Et à l'inverse, mon épouse, elle est beaucoup plus dans l'émotion, dans l'émotionnel, et dans « fais pas ça », et donc elle se braque, et c'est là que tu sens bien que l'enfant ressent l'attention, au moins d'un des deux parents, et du coup c'était impossible. Et il a appris alors pas à nager, parce qu'il nage pas encore parfaitement bien, il a que 5 ans, mais il a appris à flotter, et à ne pas avoir peur d'être seul dans l'eau, d'enlever les brassards, etc., avec quelqu'un d'autre que ni mon épouse ni moi. Alors c'est mon combat, donc à chaque fois qu'on parle de brassards, je suis obligé de préciser. Les brassards, ça ne garantit pas la sécurité. Il faut la surveillance des parents avec les brassards. Trop de gens pensent que, en mode « Ah, mais c'est bon, il a des brassards, je peux aller faire autre chose. » Non, les brassards, ça tombe. Les brassards, ça peut être dangereux. Donc, ne retirez jamais la sécurité. Et c'est vous la meilleure des sécurités. Et c'est important parce que souvent, c'est une phrase que je dis souvent au bébé nageur. Tu sais, il y a plein de parents qui disent « Quand est-ce qu'il peut mettre la tête dans l'eau ?» En fait, l'enfant peut mettre la tête dans l'eau quand lui, il est prêt, mais aussi quand les parents sont prêts à ce qu'il mette la tête dans l'eau. Parce que ça conditionne tellement de choses. Et d'ailleurs, tu parles des brassards. On en parle du sujet ? Allez, parlons du sujet. Quel est ton avis sur les brassards ? Est-ce que c'est de la merde. Non, mais est-ce que c'est pire que tout ? Ou est-ce que effectivement ça peut être une bonne aide ? Alors, les brassards, déjà comme tout outil, ça va dépendre de comment tu l'utilises et de ce que tu mets comme intention derrière. Comme tout. Et il faut gérer le moment où tu l'enlèves. Les brassards, qu'est-ce que ça fait ? Il faut réfléchir comme ça. Ça permet à l'enfant d'être autonome à la verticale. C'est à ça que ça sert, être à la verticale. Donc ça veut dire que si tu veux qu'il apprenne à nager, à s'allonger, les brassards, c'est une mauvaise idée, parce que c'est pas adapté. Si c'est pour le garder dans tes bras, c'est une mauvaise idée, parce que le but du brassard, c'est qu'il soit autonome. Donc, à la verticale. Voilà. Donc si tu veux te dire, on a commencé les bébés nageurs, ça fait un moment qu'il est dans mes bras, qu'il est à l'aise. Tu vas voir qu'il est à l'aise parce qu'il va regarder un peu partout, il va te pousser avec ses pieds, il va dire qu'il veut passer partout. Là, ça peut être intéressant de lui dire, voilà, je vais lui mettre les brassards 5-10 minutes, je suis à 1 mètre derrière, et lui, il est tout seul, et il flotte comme ça, et puis il est occupé comme ça. Mais là, les brassards sont intéressants, parce que leur fonction première, qui est de dire, l'enfant, il est à la verticale, et il est autonome, sont assurés. Mais des fois, t'en vois, l'enfant, il a la ceinture, les brassards, donc déjà la ceinture... À plus batterie. Ouais. La ceinture, c'est fait pour être à l'horizontale, les brassards à la verticale. Donc quand tu as les deux, déjà, il y a un problème. Et en plus, il ne peut plus bouger parce que les brassards, en termes d'aisance pour bouger les bras, c'est pas ouf. Et en plus, il est dans les bras des parents. Donc là, tu lui dis juste, non. S'il est dans vos bras, il n'a besoin de rien. Et c'est tout ce travail-là. C'est toujours ça. C'est ton outil, à quoi il te sert. Donc les brassards, à quoi ça sert ? Être vertical, être autonome. Donc dans ce cas-là, tu peux les utiliser correctement. Mais tu as des maîtres nageurs qui disent que les brassards, c'est vraiment nul. Non, c'est tout outil a des points positifs, des points négatifs, ça dépend comment tu vas l'utiliser. Mais là, tu as renversé la casquette de podcasteur. Ouais, non, mais je pense que c'est un sujet intéressant. Alors, je sais pas si, j'avoue, j'ai pas écouté tous tes épisodes, donc je sais pas si tu l'as déjà abordé, mais je pense que ça fait un intérêt, surtout sur un épisode où on va pas parler technique de natation, pas avec moi en tout cas, ou alors ce qu'il ne faut pas faire. Mais tu vois, je te posais la question aussi parce que je te disais qu'il a appris avec quelqu'un d'autre à être autonome dans l'eau, donc flotter, avancer, sortir la tête de l'eau, etc. Quelqu'un d'autre que ses parents, parce qu'avec nous, ça ne marchait pas. Et du coup, à ne plus porter les brassards dans l'eau. Et là, avec l'école, il retourne à la piscine et la maîtresse a dit « Vous prenez les brassards ». Et moi, ça m'hérisse les poils. Alors, je peux comprendre le côté gérer une cohorte de 20 gamins pour 1 ou 2 ou 3 adultes. C'est pas toujours facile. Le côté sécurité, parce que mine de rien, comme tu dis, les brassards, l'outil, c'est que ça permet aux enfants de rester vertical, donc de sortir la tête de l'eau. Mais est-ce qu'à quelqu'un qui sait nager, on lui dit, écoute, tu vas mettre une ceinture pour rester à l'horizontale et faire une séance de 5000 mètres pour apprendre à nager ? Ça peut être un outil intéressant pour ça. Mais... Avant, dans les années 70, ils apprenaient en classe à nager. Ils étaient sur des tabourets, ils apprenaient à faire le mouvement.
Et après, quand ils allaient dans la piscine, ils étaient sur des poulies avec des sangles. Et les sangles étaient de plus en plus bas jusqu'au temps où ils soient dans l'eau. Et du coup, ils faisaient les mêmes mouvements en classe. C'était que de la répétition. Le problème, alors la natation... C'était le moment où, de toute façon, le prof avait raison, Bah et oui. tu ne discutais pas. Maintenant, c'est l'élève qui a raison. Même un élève de 5 ans. Donc on inverse aussi les situations. Quand même. Donc peut-être que dans 30 ans, ça ira bien. Mais le problème de la natation en France scolaire, je ne sais pas au Luxembourg comment ça se passe, c'est que c'est les enseignants, les maîtresses qui sont en charge de la pédagogie, alors que ce n'est pas leur spécialité. Ça dépend des endroits. Hein. Tu vois, Ah non, justement. en France, le texte de loi, c'est ça. Ah bah, Après, si tu as des enseignants intelligents qui arrivent à dire, bah, nous on est spécialistes de la pédagogie, vous êtes spécialistes de la natation, autant que ce soit vous qui apprenez à nager. Mais le texte de loi dit bien que c'est une circulaire du bulletin officiel qui date de 2024, qui change régulièrement, que c'est la responsabilité pédagogique vient de l'enseignant et que l'enseignant, normalement, il doit arriver et dire, aujourd'hui on fait ça, vous maître nageur, vous allez faire ça, et on fait ça. Et si elle vient dire, on fait du Scrabble, et ben on fait du Scrabble. Sauf que les enseignants, ils sont pas formés, la moitié du temps, ils ont peur de l'eau, et donc forcément, ils se disent, on va mettre des brassards, c'est une solution de facilité. Et c'est tout en... D'ailleurs, je cherche des enseignants pour venir faire le podcast, pour parler justement de ça. Mais il y en a beaucoup qui ont un peu peur de parler. bon, je vais t'en trouver. Ouais. Mais tu vois, je pense que ça dépend aussi de l'application de la circulaire dans les villes, et notamment parce qu'on était à Toulouse avant de revenir au Luxembourg, encore l'année dernière, je peux te dire qu'en tout cas, les maîtres nageurs, là-bas, ils ne se laissent pas dicter quoi que ce soit par les enseignants. C'est les maîtres nageurs, donc les enfants viennent, les enseignants sont au bord de l'eau, voire, pour ceux qui n'ont pas peur, ils peuvent aller dans l'eau avec les enfants, mais les maîtres nageurs n'aiment pas trop ça, et c'est eux qui décident de la pédagogie. Ah oui, non, mais Ça, ça c'est bien, c'est qu'il faut que les enseignants soient assez ouverts, il faut que le conseiller pédagogique soit assez ouvert pour dire, voilà, on vous fait confiance, on construit ça complètement en binôme entre vous, spécialistes de natation, nous, spécialistes de l'enfant, et on construit quelque chose d'intelligent et d'intéressant. J'ai pas dit que c'était construit en binôme. Hein. Ah J'ai bien dit que les maîtres... ça, parce que c'est aussi le problème des maîtres nageurs, c'est que nous, on n'est ni spécialistes, et puis de l'enfant, on est formé, on connaît plein de trucs, on n'est pas spécialiste de l'enfant, et qu'en plus, on minimise bien souvent l'impact qu'une séance de natation a sur la journée. Que nous, on est très focus sur, mais non, nous, on veut que tu nages, on s'en fiche, quitte à ce que derrière, il passe une journée pourrie parce que ça s'est mal passé, ou parce qu'il y a un problème, Ou et parce que la qu'il est maîtresse, juste- elle doit savoir ça. Ou Quoi. parce qu'il est juste crevé, parce Ouais. que la natation, finalement, quand t'es pas nageur, ça épuise aussi Bah le corps. Ah oui, on a nagé hier, on a fait du rugby aquatique. Donc abonnez-vous sur la chaîne YouTube pour découvrir ça. Subaquatique, rugby subaquatique. Mais je suis persuadé que quand ils me le présentent, eux, c'est en mode rugby aquatique. Et après, effectivement, c'est sous l'eau. Mais enfin, c'est un autre sujet. Et donc, la natation scolaire, c'est très compliqué parce que tout le monde n'est pas forcément formé, tout le monde n'est pas forcément à l'aise et que les rôles ne sont pas forcément très bien définis actuellement en France. Donc, au Luxembourg, les problématiques doivent être sensiblement les mêmes. Donc voilà, entre chacun qui ne veut pas prendre trop de responsabilités, mais pas non plus en lâcher. Ouais. Donc c'est toujours très compliqué. On va revenir un petit peu sur notre J'ai sujet. réussi à le faire dévier quand même. Bah non, mais moi je passe ma vie à dévier et je crois que c'est la phrase que je dis le plus en mode attends, on va recentrer un peu le débat. Quand tu commences à apprendre à nager à 16 ans, comment mentalement tu le vis? Parce que tu dois arriver quand même à 16 ans en te disant bah non, mais moi ça va, je sais nager, je sais faire. Et là tu te rends compte que bah non. Comment tu le vis mentalement? Ça m'a pas marqué. Donc ça fait 30 ans quand même. Hein. Non, ça m'a pas marqué, donc j'ai pas dû le vivre trop mal. Après, je pense que sans trop me jeter de fleurs, j'ai quand même cette capacité à accepter que quand j'apprends quelque chose de nouveau, bah, je peux pas, même si je viens avec mes certitudes, je peux pas prétendre tout savoir. Et donc, quand je m'inscris au club et que je viens, la première chose que je dis au coach, c'est par contre, je sais pas nager. Et quand il me dit, bah, dans ce cas-là, tu commences à la ligne 0 et je vais voir comment tu nages, ça me semble logique, tu vois. J'y suis pas allé en disant, t'inquiète Christophe, moi je suis une star, je vais tous les éclater. J'ai fait 1000 mètres là. J'ai fait 1000 mètres il y a quelques mois, là, comme ça. Là, j'ai fait le tri de Rouen, les 500 mètres, les doigts dans le pif. Non, tu vois, j'arrive pas comme ça. Donc non, ça m'a pas marqué. Et finalement, dans toutes les nouvelles pratiques sportives ou professionnelles que j'ai apprises, j'ai toujours un petit peu cet état d'esprit. Mais
En tout cas, je me souviens d'une chose, à l'inverse, c'est que c'est tellement plaisant et je dirais même jouissif quand tu passes de la 0 à la 1, puis de la 1 à la 2, et puis qu'après on te dit viens dans la 3. Non, Ah. si, viens dans la 3. C'est-à-dire que c'est pas le coach qui te dit tu vas de la 2 à la 3, c'est ceux de la 3 qui te disent viens dans la 3. Viens avec nous, ouais. Et ça n'empêche, j'ai toujours une technique de merde, mais j'avance quand même. Mais non, mais de toute façon, je le dis tout le temps, le meilleur moyen de rester motivé, de continuer à aimer aller nager, c'est de voir ses progrès. C'est le fait qu'on progresse qui fait qu'on a envie d'y retourner. Parce qu'on n'est pas maso, si on passe des heures à nager, qu'on ne progresse pas, qu'on n'est pas à l'aise, qu'on respire mal, qu'on s'étouffe, qu'on est fatigué, c'est normal que très vite on se dise bon, bah, arrêtez d'y aller parce que c'est pénible, quoi. Puis après, il faut quand même dire qu'à Rouen, on avait un cadre très agréable. Alors Rouen, c'est en Normandie, au nord-ouest de la France, donc il ne fait pas toujours très beau. Malgré tout, il y a la piscine principale municipale, c'est une piscine extérieure ouverte, un bassin de 50, bassin olympique, et toute l'année, elle est ouverte. Donc quand tu t'inscris dans le club en septembre, tu as encore 15 jours, il fait à peu près beau, puis après ça commence à dériver. Mais moi, je me souviens toujours, mais quel kiff, quand même à 16 ans ou 17 ans, ou même après, quand tu viens à la piscine, il fait nuit, tu t'échauffes à l'intérieur, dans le bassin chauffé, enfin à côté du bassin de 25, mais dans un environnement chauffé, et puis que là, on te dit, bon, allez, on y va. On y va où? Là, tu traverses la plage, donc la plage, pas la plage avec du sable, mais la plage de la piscine qui fait 30 mètres, et puis tu te jettes dans le bassin qui est chauffé à 25, mais pour traverser, il fait quand même 0 dehors, quoi. Et ça, t'en as plein qui n'osaient pas y aller, qui avaient froid, qui grelottaient déjà. Et en fait, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un kiff énorme, parce que tu sors de ta zone de confort et tu te dis, là je vais souffrir 10 secondes, mais alors après, quel kiff. Ouais. Et donc, tu vois, tout ça aussi, ça concourt au fait que finalement, tu t'apprends, tu progresses, mais dans des bonnes conditions. Et est-ce que tu arrives à te souvenir les caps techniques que tu as travaillé pour passer de la ligne 0 à la ligne 3? Je sais que ça remonte. Pompidou, président. Ah, quand même pas, c'était Mitterrand. Non, c'était plus Mitterrand, c'était Chirac, je crois. Non, mais les premiers caps dont je me souviens, c'est déjà savoir poser la respiration. Parce qu'avant, je te dis, je sais même pas comment je sais même pas si je respirais, je sais même pas si je mettais la tête dans l'eau. Je crois que je nageais le crawl, le water polo en fait. Donc, il y a poser, déjà sentir la glisse, poser la tête dans l'eau, respirer correctement, réussir à faire un semblant de virage. Enfin, tout ça, c'est des caps où tu sens qu'effectivement tu progresses. Réussir à suivre des pieds de quelqu'un. En vélo, ça peut paraître bête, et pourtant c'est vachement technique de sucer une roue, de suivre quelqu'un, mais en natation, ça l'est encore plus, parce que comment tu jauges ton effort pour pas lui toucher les pieds, comment tu jauges ton effort pour rester dans les pieds et continuer à profiter de l'aspiration, comment tu vas gérer au moment du virage, où est-ce qu'on fait le virage, à droite, à gauche, devant, ah mince, tiens, je me le prends dans la tronche, finalement c'était pas là, est-ce que c'est lui qui a bien viré ou est-ce que c'est moi qui ai mal viré? Donc tout ça, c'est des sujets qu'au final, quand ça devient smooth et que tu t'en rends pas vraiment compte, que ça passe tout seul, c'est là que tu te rends compte que tu passes des caps, quoi. Ouais, mais c'est important de prendre ce temps, parce qu'il y en a plein qui le font pas, parce que c'est humain, tu te focalises sur le mode non, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça. Et quand j'accompagne des nageurs, en fait, je passe plus de temps à dire non, mais ça, regarde, il y a un mois, tu n'y arrivais pas à faire ça. Là, tu y arrives, il y a un mois, tu mettais 2 minutes à faire 100 mètres, là, tu as mis 1 minute 40. Alors oui, tout n'est pas parfait, te concentre pas là-dessus, concentre-toi sur ce que tu arrives à faire. Et c'est pas facile à lutter contre ce côté en mode non, mais de toute façon, je suis nul, quoi. Mais après, c'est la théorie de la grenouille, avec l'eau froide et l'eau chaude. Tu te vois pas non plus passer de 2 minutes à 1,40 sur 100 mètres. Parce que tu fais 2 minutes, puis après 1,58, et puis après 1,57, puis après tu reviens à 1,58, puis 1,59, puis après tu passes à 1,55, puis tu t'en rends peut-être même pas compte, puis à un moment tu reprends le chrono, effectivement tu fais 1,40, mais tu vois, ça s'est fait entre guillemets en douceur, tu t'es pas tellement rendu compte. C'est là qu'effectivement c'est intéressant, notamment de noter les étapes ou les temps que tu vas faire sur certaines distances cibles, ou même d'avoir un regard extérieur qui te dit regarde, là j'ai filmé, regarde là tu savais pas poser tes bras, regarde maintenant c'est déjà mieux. Ou il y a 3 mois je t'avais mesuré ton temps, tu faisais 2 minutes au 100 mètres, là maintenant t'en fais 1,48 ou t'en fais 1,40 ou t'en fais 1,30. Donc c'est aussi important, je pense, et pour revenir sur ta question de tout à l'heure de l'humain, c'est aussi important d'avoir quelqu'un sur qui on peut s'appuyer et qui va pouvoir te ramener à la raison, te disant en gros, regarde la progression, regarde le niveau de progression que tu as eu. Je suis justement en train de développer une application téléphone pour faire ça.
pour faire ce carnet d'entraînement, ce suivi et ce rappel de progrès qu'on a tendance à pas faire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter Swim Smart, ça sera dans les prochains jours, le temps que je dorme un peu et que je m'y remette sérieusement, mais c'est important de prendre ce temps-là. Tu as fait d'autres triathlons. Est-ce que tu as senti un impact d'être en club ? Tout de suite. Mais je te l'ai dit, moi, dès que j'ai commencé le tri, je me suis inscrit dans un club. Donc déjà, tout de suite, tu te vois progresser, tu te sens progresser, tu sens que... et à l'époque, l'entraînement, c'était pas comme maintenant. C'est-à-dire, on n'avait pas... je trouve que j'avais pas l'impression que c'était structuré. Déjà, tu venais à l'entraînement, l'entraîneur te disait, bon, alors, on va faire... Il te disait même pas ce qu'on allait faire, en fait. Tu te mettais dans l'eau, et là, une fois que tu étais dans l'eau, il disait, échauffement, 300 mètres pour la 0, 1800 mètres pour la 5. Bon, tu suivais le plan, en fait. Et comme c'était pas particulièrement écrit, parce que l'entraîneur, il était au bord du bassin et il donnait les instructions ligne par ligne à chaque exercice ou à chaque série d'exercices. T'avais pas, et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce recul de se dire, ah bah tiens, aujourd'hui on a fait une séance de 3009, et puis alors que la semaine dernière on a fait 2005, mais bon, 2005 on a fait la semaine dernière, c'était beaucoup plus technique, c'était beaucoup plus long, on avait beaucoup plus mal aux épaules, alors qu'aujourd'hui on a fait 3009. Enfin, tu vois, t'as pas forcément ce recul-là, en tout cas à l'époque, on n'avait pas forcément ce recul-là, moi quand j'étais dans un club. Et l'impact du club, je l'ai surtout vu quand j'ai arrêté d'être dans un club et que j'ai continué à m'entraînouilloter un peu tout seul, et que je me fixais des objectifs sur des triathlons, et je voyais que non seulement je progressais pas, mais voire même je régressais. C'est plus là que j'ai vu l'impact de rejoindre un club, parce que finalement, moi, dès le début, j'ai rejoint un club. Ouais. Mais c'est typiquement pour ça que j'ai créé Swim Smart, que je donne des entraînements, que je fais ça, parce que le club, c'est la meilleure solution si on veut progresser, mais sauf que ça demande une organisation particulière. Il faut être capable d'être tous les jeudis, 18h dans l'eau. C'est la meilleure solution, oui et non. Ça dépend aussi des clubs et de l'approche de l'entraînement. Enfin, je veux dire, si tu ne sais pas nager, ou en tout cas si tu n'as pas forcément la technique de nage, et là on parle spécifiquement de la natation, mais on pourrait parler un peu de n'importe quel autre sport. En fait, si tu n'as pas la technique de base et que tu es jeté dans un club, dans un bassin, et qu'on te dit fais comme les autres, en fait, ça ne sert à rien d'être dans un club. Oui, là, il vaut mieux aller prendre des leçons individuelles d'abord. Mais je parlais dans le sens où, dans un club, si les personnes sont compétentes, tu as un encadrant qui est diplômé, c'est son métier, tu as un collectif qui se met en place, tu as un regard, tu as des retours, enfin voilà. Si tout s'imbrique bien, mais sauf que ça demande une adaptabilité dans ta vie qui n'est pas forcément très évidente, pas forcément facile à faire. Je sais que mes auditeurs, eux, ils ne peuvent pas être en club, quoi. Parce que tu as la vie de tous les jours. Enfin, il n'y a qu'à voir. Tu as déménagé combien de fois ? Le club, c'est compliqué à chaque fois. Il faut le retrouver et tout. Et ça devient compliqué. Et c'est pour ça que avoir le retour extérieur, je pense qu'il faut qu'on arrive à se détacher un petit peu de l'entité club, qui est importante, mais qui est plus adaptée à des styles de vie particuliers, quoi. Mais tu vois, tu parlais on rigolait sur l'accueil qu'on va te réserver quand tu vas arriver dans un club. Moi, je me souviens, quand on a fait un petit déménagement à Castres en 2023, j'étais en train de préparer un petit défi. Et la seule chose que je voulais, c'était rejoindre un club de natation parce que je voulais nager. Je ne voulais pas nager techniquement, j'avais pas d'objectif de nage particulier, si ce n'est faire mon grand swimrun, mais il fallait que je nage, il fallait que j'ai un contact avec l'eau. Et j'étais prêt à m'adapter aux horaires du club. Première séance dans le club, c'était en 2023, hein, donc ça faisait déjà depuis 96 que je nageais un peu, tu vois. Premier contact avec le club, j'arrive, la coach qui me dit tu fais quoi là ? Je voudrais rejoindre le club, je voudrais avoir du temps dans l'eau. Et tant qu'à faire avec des copains, des copines, c'est mieux, quoi. D'accord, mets-toi dans la 0, fais 100 mètres, tu sais pas nager. Tu vas rester là et puis je vais te donner des séances. Et en fait, les séances, elle les écrivait sur un tableau et puis démerde-toi. Je trouve que ça, c'est pas un accueil. Et puis, je dis pas que je sais nager. Je dis pas que je sais techniquement nager. Mais j'ai fait quand même quelques trucs qui font que... on va pas te dire, mets-toi dans la 0, tu sais pas nager, tu sais pas mettre les finger paddles là. Donc, il faut que tu recommences tout à 0. Je dis, je viens juste prendre du temps dans l'eau. J'ai besoin d'avoir ce contact avec l'eau dans le cadre de mon défi. Je te demande pas... voilà. Donc, tu as accueil et accueil, quoi. Et prise en charge et prise en charge. Et clairement, c'était une coach qui s'occupait de la ligne 3, 4, 5 et 0, 1 et 2. Et il y avait un truc marqué sur le tableau, que tu saches nager, que tu saches pas, tu te démerdes, tu essaies de lire ce qu'il y a écrit, puis tu nages, quoi. Ouais, c'est ce pourquoi je me suis battu avec plein de clubs dans lesquels j'ai bossé sur ce traitement-là. On va parler rapidement de ton petit défi, parce que tu en as parlé partout. C'était quoi ce fameux défi ? C'était le défi Agrippa, du nom d'une voie romaine qui traverse la France et qui, comme toutes les voies romaines,
mènent à Rome, n'est-ce pas? Où à un moment de ma vie, j'avais besoin de me fixer un objectif et peut-être de confirmer que j'étais capable de le faire. L'image du père, dépasser le père, faire plaisir à papa, lui montrer qu'on est capable et tout ça. Et ayant vécu pendant un certain nombre d'années au Benelux, étant d'origine italienne, je me suis dit, je vais essayer de rejoindre les deux, le Benelux et l'Italie, en utilisant mes pieds et mes bras pour aller nager. D'où le petit défi swimrun. Et au fur et à mesure où j'ai construit le défi, ça s'est transformé en un départ de Dunkerque, donc à la frontière franco-belge, à la pointe au point le plus septentrional de la France, donc le plus haut possible en France, en empruntant la Via Agrippa, donc Dunkerque. On passe autour de Paris, on va vers Lyon, on va jusqu'à Marseille. À Marseille, on tourne à gauche et on va jusqu'à la frontière franco-italienne à Menton. Donc le défi Agrippa, c'était traverser la France en courant et en nageant. C'était censé être un défi vraiment swimrun. Ça s'est surtout transformé en un défi de course à pied sur 26 jours, 1400 et quelques kilomètres de course à pied et une trentaine de kilomètres de nage. Combien d'ampoules? Aucune. Aucune ampoule? Aucune ampoule, mais un ongle qui a sauté. Ah oui. Ah oui, non, ça je vais bien te croire et ça va me dégoûter, donc on va changer. J'ai des photos si tu veux. Non, c'est bon, ça ira. Mais il a sauté tout seul. J'ai pas eu mal, je sais pas pourquoi, parce que bon, après on peut rentrer dans certains détails, mais tu vois, je cours avec des chaussettes 5 doigts. C'est un peu comme des gants, mais pour les pieds. Et donc ça évite les frottements, etc. J'ai pas souvenir de m'être tapé le bout du pied quelque part. Donc, est-ce que c'est peut-être les micro-chocs répétés par la course à pied, mais après 15 jours de course, à un moment, j'ai senti un truc qui me gênait dans la chaussette. Je me suis arrêté, j'ai enlevé mon pied, ma chaussette, et j'ai vu que mon ongle était parti. Et j'ai pas souffert. Mais voilà, on va pas trop parler de ce défi parce qu'il y a plein d'épisodes où tu en parles de façon très intéressante. Notamment chez Bertrand Soulier. Chez Bertrand Soulier, je mettrai le lien en description. Mais plus dans l'entraînement, partie natation, est-ce que tu te souviens comment tu as structuré ton entraînement à ce moment-là? Donc déjà, tu t'es dit, j'ai besoin de faire du volume, parce que je vais nager. Au début, c'était tous les jours pendant 25 jours. Comment tu as fait autre que augmenter le volume? Déjà, c'est pas moi qui réfléchis sur la structuration, c'était mon entraîneur. On en parlait tout à l'heure, tu disais que c'est sympa de venir dans le studio de quelqu'un parce que ça t'épargne pas mal de charge mentale de préparer tout ça. Mon approche de l'entraînement, c'est ça, c'est que moi, j'ai pas... en tout cas, je ne pense pas avoir aujourd'hui les compétences pour encadrer des gens, encore moins pour m'encadrer moi-même, parce qu'on est toujours le plus mauvais coach pour soi-même. Donc, très tôt, en fait, moi, l'histoire remonte à quand je suis arrivé au Luxembourg en 2007. J'ai sympathisé avec le coach du club, et puis il est devenu mon entraîneur. Et c'est lui qui, quand en 2021, je lui ai dit « Ah, j'ai une idée à la con, j'aimerais bien traverser la France en courant, en nageant. Est-ce que tu veux m'accompagner ?» Ouais. Mais m'accompagner sur l'entraînement et m'accompagner aussi pendant le défi. Ouais, ok. Donc c'est lui qui a pris en main cet entraînement. Et donc on avait quand même très franchement mis l'accent sur la course à pied parce que c'était cette partie-là qui serait la plus difficile et la plus traumatisante. Et la partie natation était là aussi pour faire partie du défi, mais plus en mode récupération. Donc l'idée, c'était pas forcément d'aller nager tous les jours, de mettre beaucoup de volume, surtout là où j'habitais à l'époque pour aller m'entraîner, j'étais à Castres et c'était un peu compliqué d'aller jusqu'à la piscine, d'avoir du temps de nage, la piscine au public qui était parfois ouverte, parfois fermée, et les créneaux clubs qui étaient tous les jours de 18h à 21h, et donc si t'es pas dans un club, tu peux pas nager. Et quand tu es dans un club, j'ai raconté l'anecdote tout à l'heure, j'y suis pas resté 3 séances. Donc on a vraiment mis l'accent sur la course à pied, et après la natation c'était accessoire. Donc ce qu'on faisait souvent, c'est que je faisais ma partie course à pied. Très souvent, je me débrouillais pour faire une transition devant la piscine. Là, j'allais nager, et après, soit je finissais en course à pied pour rentrer, soit je me faisais récupérer pour rentrer à la maison. Donc la natation venait vraiment en récupération de la course à pied et très peu en mode entraînement. On va augmenter le volume et on va faire en sorte que tu puisses nager 4, 5, 10 bornes par jour, tous les jours pendant 30 jours. Voilà, c'est le problème de vous les triathlètes, c'est que vous sous-estimez l'importance et l'intérêt de la natation. Non, je ne sous-estime pas. Mais là, on s'est vite rendu compte que ça n'allait pas être l'objectif du défi. Mais justement, il y a un des auditeurs qui m'a envoyé une question il n'y a pas longtemps par mail, justement là-dessus, sur comment combiner les séances intenses en course à pied et la natation derrière. Donc évidemment, je lui ai répondu par mail, mais je ferai un épisode très bientôt là-dessus sur
rentrer en détail sur quoi travailler, comment travailler. Donc il faut que je le dise parce que c'est mon travail maintenant. Abonnez-vous pour pas louper cet épisode qui va être intéressant. On a bien compris que toi, c'était en côté réparation, profiter de l'effet hydromassant de l'eau, de pouvoir être tranquille, être à l'horizontale pour pouvoir arrêter de porter ton poids, quoi. Et d'ailleurs, petite anecdote, un mois avant le départ du défi, on s'est rendu compte que la partie natation du défi allait peut-être être plus compliquée que ce qu'on imaginait, tout simplement parce que j'avais eu une séance, je crois, à 35 bornes à courir, qui s'était bien passée. Et puis après, il m'a dit, va récupérer dans l'eau. Je prends le pull boy, et puis les plaques, ou pas, tu fais comme tu veux, tu vas dans l'eau, et puis tu te fais une séance, tu nages. Oui, alors je permets de me déconseiller les plaques si tu veux récupérer. On pourra en parler si tu veux, mais j'ai une technique de natation tellement bonne, merdique, que le pull boy et les plaques me reposent un peu plus et je nage mieux comme ça. Mais bon, on pourra en parler justement sur le à faire et à pas faire. Et donc j'ai été nager et c'était un bassin de 25. Il n'y avait pas de ligne, mais au bout d'un moment, les maîtres nageurs me connaissaient un peu. Je fais quoi? Je devais être à 500 mètres. Je fais mon virage, je repars et en appuyant sur le mur pour virer, j'ai chopé une crampe. Je me suis retrouvé au milieu du bassin de 25. Je n'arrivais plus à nager, j'arrivais plus à rien faire et j'étais en train de couler. Et la maître nageuse a failli se foutre à l'eau pour venir me chercher. Elle m'a dit rassure-moi, pour ton défi là, dans un mois, il y aura quelqu'un à côté de toi quand tu vas nager parce que tu vas pas nous claquer comme ça au milieu d'un lac, d'un fleuve ou en pleine mer, une belle crampe qui va t'empêcher de repartir. Donc on a appris aussi comme ça que effectivement la partie natation du défi ce serait peut-être pas aussi simple que ce qu'on imaginait et qu'en tout cas il allait falloir aussi ne pas oublier après la partie course à pied de bien s'hydrater, de bien se complémenter avec des électrolytes, etc. Parce que sur une journée de 60 bornes de course à pied, j'en consomme quand même, surtout que c'était sur la période plutôt estivale. Donc voilà, ça test and learn quoi. Mais c'est pas étonnant que ça arrive au moment du virage parce que tu es dans une phase où tu fais la culbute, donc tu es recroquevillé et d'un coup, boum, tu es en pleine extension, tu pousses. T'as le muscle qui parle de très rétréci. Ça, c'est la théorie, tu m'as pas vu virer encore. Si, on a déjà nagé ensemble. Donc... Moi, je fais la tortue, tu vois, quand j'arrive, ça repart comme ça. Des fois, j'appuie avec une jambe, des fois, j'appuie avec les deux, des fois, j'appuie pas. Je repars avec les bras. Donc. Mais j'ai pris une crampe hier, lors de notre entraînement de hockey subaquatique. Merci. Et c'était pareil, c'était un changement de direction. Et c'est à ce moment-là où c'est fait ça. Mais les gens sous-estiment le pouvoir des crampes. Parce qu'il y a plein de débuts de crampes où les gens disent « Ah, stop, j'ai une crampe ». Non, quand tu as une crampe, c'est dur de sortir, c'est dur de bouger et c'est vraiment compliqué, quoi. Ouais. Et même quand tu sais nager, tu vois, encore une fois, j'ai pas une bonne technique de nage, mais je me débrouille. Et même quand tu sais nager, c'est l'anecdote que je viens de te donner, tu cours 35 bornes, tu vas nager, tu fais 500 mètres, et là, tu te retrouves comme un con parce que t'es crampé. Et je crois que c'était les deux jambes en plus. T'es crampé, tu peux plus bouger en fait. Et même tirer sur les bras, c'est compliqué. Donc. Oui, puis en plus, mobiliser tes bras alors que tu as les jambes qui sont crampées, qu'il y a un peu de panique parce que tu te rends compte que tiens, il n'y a plus rien qui fonctionne, ça peut vite venir. Mais ça fait plusieurs fois que tu dis que tu n'as pas une bonne technique. C'est vrai. Alors, on va en parler. Pourquoi tu dis que tu n'as pas une bonne technique? Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'as pas une bonne technique? Parce que je pense que ma nage n'est pas assez économe, parce que je pense que j'ai plein de mouvements parasites, que je ne suis pas bien aligné, que je vais chercher trop court et que du coup je perds en efficacité, que parfois ma respiration n'est pas très bien placée, et puis alors quand on est en piscine, les culbutes, voilà, je pense que je n'ai pas une bonne technique. Mais malgré tout, j'arrive à tirer, à avancer, et parfois pas trop mal. Et encore une fois, je pense que la technique n'est pas bonne au point où tu me mets sur une planche pour faire du développé couché, je pousse rien, et dans l'eau, tu me mets à côté de bons nageurs, j'arrive un petit peu à tirer comme il faut et à bien avancer. Tu vois, ce que j'arrive à mettre comme force pour tirer dans l'eau... Déjà, tu as les doigts écartés, donc... Je comprends que... tiens, on pourra en parler. Doigt écarté, doigt fermé, qu'est-ce qui est plus efficace ou aérodynamique? Hydrodynamique. Le but du jeu, c'est d'avoir la plus grande surface d'appui possible. Donc, on aurait tendance à dire qu'il faut écarter les doigts. Sauf que si tu écartes les doigts, tu as l'eau qui passe à travers. Donc, on aurait tendance à dire que non, il faut fermer les doigts. Le problème, c'est si tu fermes les doigts, déjà, tu vas consommer de la force à les fermer.
L'idéal, c'est d'avoir les doigts légèrement écartés pour que tes doigts soient relâchés et que l'eau, en fait, tu as l'eau qui passe de la gauche de l'ouverture et l'eau qui passe à la droite de l'ouverture, bah, ça se bloque et ça fasse un peu plus d'appui. Donc c'est légèrement écarté pour permettre de meilleurs appuis. Donc voilà. Mais dans un premier temps, on dit tout le temps, tu fermes les doigts, tu es en cuillère, parce qu'on crée les repères en fait. De toute façon, c'est toujours ça quand tu apprends à nager, tu vas créer tes repères en ayant des points de contact, des points visuels, des points de sensation. Et petit à petit, quand tu auras fait le rapprochement entre, attends, quand je serre les doigts, voilà l'impact que ça a au niveau de l'épaule, voilà l'impact que ça a dans ma nage, et ben, je vais essayer d'écarter un petit peu. Ah, attends, là, j'ai un peu trop écarté parce que je sens que les appuis ne sont pas du tout pareils, donc je resserre un petit peu, etc. etc. Mais c'est le concept des éducatifs, c'est de te dire, je prends un point, je fais un extrême, je fais l'extrême opposé, et comme ça, je crée mes repères sensoriels pour que, dans la nage, je choisisse ce que je veux faire. Donc, voilà. Merci. On est ravitaillé en eau. Elle essaie de faire ça discrètement. Mais on en profite pour parler de où on est. Ouais. Parce qu'on voit les verres du coup à l'écran. Est-ce que tu peux nous dire un mot ? Ça s'appelle des tasses. Hein, mais, ah oui. Écoute, on est accueillis dans le studio d'un de mes clients qui s'appelle All Eyes on Me. All Eyes on Me, c'est un job board et un système de gestion des candidatures que l'on appelle un ATS dans le langage des recruteurs. Et ils ont aussi lancé un studio de podcast pour pouvoir communiquer de leur côté. Et on a la chance d'être accueillis chez eux. Donc effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est assez appréciable d'arriver, poser tes fesses sur un canapé ou un fauteuil plus confortable. Canapé. Ouais, je t'ai laissé le canapé et j'ai pris le fauteuil. Et ne rien penser à d'autre que d'appuyer sur le bouton enregistrer. Ouais. Donc un grand merci à eux. Ils ont des très bons goodies. Ils ont un pull. Voilà, je ne sais pas s'ils écoutent. Moi, je veux bien des pulls. Je passerai le message. Voilà, les pulls bleus avec un peu de moumoute. Ouais. Enfin bon. Donc on en revient à ça. Tu as commencé par le triathlon. Ouais. Et pourquoi tu as lancé devenir triathlète ? Alors, j'ai lancé devenir triathlète avec Olivier de Scooter. Je le disais tout à l'heure, à la base, le podcast s'appelait Ohana Triathlon parce que Olivier avait un projet il y a quelques années de lancer une ligne de vêtements techniques pour le triathlon. Et il a commencé par une trifonction. Et sa marque de vêtements techniques pour le triathlon s'appelait Ohana. Ohana qui veut dire famille en hawaïen. Et donc, quand on a échangé ensemble, moi je lui ai dit, je pense que l'un des bons moyens pour faire de la communication sur ton produit, ça prendra du temps, mais ça peut être sympa, c'est de lancer un podcast. Et je lui ai même dit, moi j'ai un concept à te proposer, 5 minutes de podcast par jour, tous les jours, où on développe un sujet, on aborde un terme, un sujet en particulier, et ça tous les jours. Et tu vas voir, c'est un podcast qui va mettre un petit peu de temps à s'installer, mais si on fait du quotidien, ça peut bien marcher. Et puis surtout, ça nous permettra de répondre aux questions qu'ont des triathlètes néophytes ou des triathlètes en devenir. Des gens qui ne savent peut-être même pas eux-mêmes qu'ils veulent devenir triathlètes, mais qui nous écoutent et qui trouvent ça sympa. Donc pendant 1 an, on a fait du quotidien. Tous les jours, on a fait un épisode de podcast. On a un peu triché. En fait, on se prenait 1 heure par semaine, on enregistrait des épisodes et après, au montage, moi, je coupais et je faisais un épisode par jour. On rajoutait une intro, une outro et puis ça faisait un épisode par jour. Très vite, dans ce schéma-là, on s'est dit que ça pourrait être sympa aussi d'avoir des personnes en particulier, dans un premier temps des experts, plus sur la partie textile ou certains experts du triathlon, du monde du triathlon ou des domaines annexes au triathlon. Donc on a commencé à faire des interviews. Pareil, on découpait en 5 et puis on en mettait un bout chaque jour. Et puis très très rapidement aussi, après 1 an à tourner comme ça, on s'est dit en fait, je pense qu'on perd en qualité à couper une interview en 5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plutôt un épisode par semaine et là on va se permettre de faire des interviews plus ou moins longues. L'idée c'était de faire 1 heure à peu près d'épisodes 1 fois par semaine. Et c'est comme ça qu'est vraiment né Ohana Triathlon. Dans le plan de com d'Olivier, il y avait aussi rédiger un e-book sur le triathlon. Et puis, d'un e-book, c'est devenu un projet de livre. Et donc, on a écrit un livre à 7 mains, 3 coachs en triathlon, un ostéopathe, un
Un nutritionniste, et j'en oublie, et puis Olivier, et qui a pris lui plus la partie gestion du temps dans le triathlon, et moi qui ai pris plus la partie matérielle. Et d'ailleurs, je suis super content parce que c'était moi qui avait le premier chapitre pour ouvrir le livre. Important. Donc voilà, fin 2021, le livre est sorti et on se posait la question de comment est-ce qu'on va appeler ce livre. Et on s'est dit, en fait, notre objectif, c'est d'apprendre aux gens qui veulent devenir triathlètes comment devenir triathlète, ceux qui le sont, comment progresser en triathlon, et ceux qui sont vraiment triathlètes ou qui sont déjà d'un bon niveau, comment performer en triathlon. Et donc très naturellement, le nom de devenir triathlète s'est imposé pour le livre, et on s'est dit, tant qu'on y est, on va rebrander le podcast et on va l'appeler aussi devenir triathlète. Et c'est comme ça que le podcast devenir triathlète est vraiment né après Ohana Triathlon en novembre 2021, je crois. Voilà. Je savais pas qu'il y avait un livre, sinon je l'aurais pris, tu me l'aurais dédicacé. Je dois en avoir un qui traîne à la maison, je te le dédicace. Ouais, avec Si grand plaisir. dans les cartons. J'ai fait dédicacer le livre de Bertrand Soulier, mais en visio, parce que je ne l'ai pas rencontré en vrai. Donc il a fait un petit dessin pour moi. Mais c'est intéressant ce côté multiplication des formats. Moi, je passe mon temps à dire que il faut varier les exercices, varier tes entraînements pour pouvoir que l'information elle rentre. Mais c'est aussi varier tes sources d'information, varier tes façons d'apprendre et tout. Et c'est un élément déterminant dans son apprentissage. Je ne peux que valider ton point. Alors, au-delà de la stratégie marketing en elle-même pour promouvoir la marque, pour promouvoir le podcast, pour promouvoir le livre, pour que l'un promeuve l'autre, je ne peux que valider ton point. C'est que effectivement, quand les sources d'information concordent vers un point, mais qu'en fait elles divergent dans le format, un livre, un podcast quotidien ou un podcast d'interview, un blog ou autre, c'est le meilleur moyen effectivement d'avaler l'information, de la processer, éventuellement de l'analyser, et après que ça atteigne ce que ça doit atteindre dans ton cerveau et que tu gardes cette information pour toi. Mais c'est ouf parce que ça, c'est quelque chose qu'on a compris et qu'on a acquis pour les enfants. On sait très bien que l'enfant, on doit lui dire, on doit lui écrire, on doit lui montrer, mettre une image, mettre du ludique. Et dès qu'on passe adulte, j'ai l'impression qu'on oublie ça. Pour expliquer. Quand on est adulte, on ne sait pas dessiner, ou on sait pas dessiner, alors que c'est pas qu'on ne sait pas dessiner, c'est qu'on ne dessine plus. Parce que quand on est enfant, quel enfant ne sait pas dessiner ? J'ai vu les dessins de mon fils, je pense qu'il ne sait pas encore dessiner. Non, mais les goûts, les couleurs, la beauté, tout s'apprécie. Ça veut dire quoi ne pas savoir dessiner ? Si tu sais faire un gribouillis, peut-être que pour toi ça veut dire plein de choses. Enfin, quand Picasso il faisait ses têtes de travers, je suis pas sûr que quelqu'un lui ait dit ah c'est magnifique, ou alors non tu sais pas dessiner, au final maintenant ça coûte combien ? C'est de l'art, n'est-ce pas ? Mais il y a de l'art aussi dans le sport. Tu vois, moi je te dis j'ai une technique de merde, je sais pas nager. Peut-être que quelqu'un va me dire ouais ok tu sais pas nager, mais en même temps t'avances, donc finalement tu sais nager. Et t'avances plutôt bien, parce qu'on l'a pas dit encore, mais tu t'es lancé dans le swimrun, et de belle façon. En cas de façon, tu as plein de gens qui rêvent de faire la course que tu as fait, quoi. Mais avant ça, je me suis effectivement lancé dans le swimrun de la plus belle des manières possibles au monde. Presque. Parce que la plus belle, ça aurait été de le faire avec mon épouse. Mais parce que... ça, on va en reparler. Au détour d'un coup de fil avec l'ami Bébert, avec Bertrand, on s'est dit, à la sortie du Covid, on s'est dit, il faut qu'on fasse un truc, quoi. Et l'idée de faire un swimrun est née. Et donc, on a fait notre premier swimrun, tous les deux, en même temps, aux Gorges de la Loire. D'ailleurs, vous en avez parlé quand tu l'as interviewé. Donc, effectivement, c'est la meilleure manière de se lancer dans le swimrun. Déjà, à la base, historiquement, le swimrun, c'est un sport qui se pratique en binôme. De plus en plus, ça se fait en solo. Mais normalement, les puristes vont te dire que ça se pratique en binôme. Et c'est vrai que c'est un sport magnifique, juste pour ça. Pour le fait non pas de partager du sport avec un copain ou une copine, mais le fait d'être en symbiose parfaite avec ton binôme, parce que tu n'as pas le choix. Et on pourra revenir justement sur les courses que tu as en tête, que j'ai faites l'année dernière, mais tu n'as pas le choix d'être en symbiose avec ton binôme, parce que si ça ne marche pas, la course elle s'arrête. Tu ne peux pas faire une course comme ça, aussi petite soit-elle en termes de distance, si tu n'es pas en symbiose, en cohésion, en connexion avec ton binôme. Et ça c'était génial, c'est la première fois que j'ai rencontré Bertrand en vrai. Et c'est un moment qu'on a partagé ensemble, de découvrir ce qu'était le swimrun. On a fait la toute petite distance, mais ça n'empêche que c'était un kiff magnifique. Donc ouais, j'ai commencé le swimrun par la meilleure des façons. Et puis après,
Il y avait ce projet Agrippa qui, à la base, j'imaginais en swimrun. Finalement, ça s'est transformé en run. Et puis, quand c'est possible, je vais à la piscine ou je vais dans un lac ou je vais dans un fleuve pour nager ou je vais en mer parce qu'à partir du moment où j'ai touché les côtes à Marseille, c'était possible de nager en mer. Donc, c'était pas vraiment un swimrun, Agrippa. C'était surtout un run et un peu de swim à l'occasion, peut-être, éventuellement, on sait pas, on verra. Et après, je me suis dit, effectivement, ce serait bien de me mettre un peu plus intensivement dans le swimrun. Et oui, j'ai recommencé là de la meilleure des manières, puisque avec mon binôme un peu improvisé, on s'était encore jamais vu avant, on s'est dit tiens, si on essayait de se faire inviter, entre guillemets, par l'organisation de l'ETILE. L'ETILE, c'est la course mythique en swimrun. Pour les triathlètes, c'est le Hawaï du triathlon. Pour les musulmans, c'est la Mecque du swimrun. Dis les autres religions parce que je veux pas que. Ouais, mais je vois pas en fait. Si pour les juifs, c'est les murs des lamentations. Si je me plante pas. C'est ça. Et pour les chrétiens, ça va être quoi? C'est pas tellement un pèlerinage d'aller au Vatican, je pense. Bon bref, tu couperas ça parce que j'ai. Saint-Jacques de Compostelle. Ah, Saint-Jacques, voilà. Saint-Jacques. Bon, enfin, c'est pas le Graal. Bon, anyway. Donc, Otile, en suédois, ça veut dire d'île en île. Et à la base, c'est né d'un apéro entre potes où ils se demandaient. Toujours les meilleures idées. C'est toujours les meilleures idées qui naissent là. Où ils se demandaient qui serait le plus fort. Et finalement, pour juger de qui serait le plus fort, ils partaient d'un endroit là où se trouvait le bar et ils allaient à l'autre bout de l'archipel de Stockholm en traversant à chaque fois à la nage entre deux îles et en courant sur chaque île. Bon, depuis, le trajet a été un petit peu modifié, mais voilà le concept de Tilleux. C'est une course qui, plus ou moins, fait au total 65 km de course à pied et 10 km de natation. Et donc, on enchaîne natation, course à pied, natation, course à pied. À l'inverse, contrairement au triathlon, où le triathlon, c'est très normé, c'est natation, vélo et course à pied. Et entre chaque sport, il y a une aire de transition à effectuer plus ou moins rapidement, mais tu peux, après la natation, enlever ta combi, mettre tes affaires de vélo, te sécher, mettre tes affaires de vélo, partir faire du vélo, et après le vélo, poser le vélo, enlever le casque, enlever tes affaires de vélo, mettre tes affaires de course à pied et repartir. Le swimrun, c'est tu dois arriver avec le même matos que celui avec lequel tu es parti. Donc tu nages en basket, mais tu cours en combinaison, avec le bonnet, avec les plaquettes, t'es pas obligé de les avoir sur la tête, mais en tout cas tu dois les avoir sur toi, et quand tu passes la ligne, normalement, tu dois avoir le même matos que celui que tu avais au départ. Bon, il y en a peut-être qui font du délestage sauvage, va savoir, mais même en fait finalement pour l'alimentation que tu vas prendre sur la course, t'es interdit de jeter les papiers de tes barres dehors. Bon, ça tombe sous le sens, mais ça n'empêche que c'est inscrit dans le règlement. Il faut penser au fait que ta barre, elle va aller dans l'eau. Et rien que ça, c'est une question... Quand tu traverses une île qui fait 3 km et que tu te dis, là c'est bon, je vais prendre juste un bout de barre, mais si tu prends juste un bout de ta barre, ce qui reste, ça va après retourner dans ta combi et aller dans l'eau. Donc, c'est pas forcément la même manière de conserver ta barre. Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Et donc, on a été accepté à s'inscrire et à payer l'inscription pour aller à Eutileux, alors que normalement, c'est une inscription qui se fait sur qualification. Il faut faire certaines courses du circuit, au moins une. Parfois, il faut en faire 10. Marquer des points, et à partir de ces points, tu demandes à l'organisation de valider ton inscription ou tu es d'office qualifié, donc tu vas à la course. Voilà. Donc nous, sans avoir jamais fait de swimrun ensemble, Fergus et moi, on a fait une demande pour être invités et on nous a autorisé à nous inscrire et à venir faire la course. Et donc c'était la deuxième meilleure manière de redécouvrir ou de découvrir le swimrun avec les grands, parce que Eutileux, c'est quand même là où il y a les meilleurs mondiaux de la discipline, avec les grands, à l'endroit originel de Tilleux, et l'année dernière, dans des conditions climatiques exceptionnelles ici. Parce que Tilleux, c'est aussi ça la difficulté, c'est que ça se passe en Suède, le premier lundi du mois de septembre, tous les ans, et il y a des fois, ce sont des conditions dantesques, avec des creux dans la mer qui font 2,50 m, 3 mètres, l'eau à 10 degrés, la température extérieure à 5, 10, des pluies de grêle. Là, cette année, c'était magnifique. Du temps au top. Du soleil, pas trop chaud, pas trop froid, une mer à 16, 14, entre 14 et 16.
Et puis, à côté de ça, moi, j'ai une peur bleue des méduses. Ça, c'est un truc que tu me demandais en relation avec l'eau. Quand j'étais ado, j'ai sauté dans un champ de méduses sur la Côte d'Azur. Et sur la Côte d'Azur, les méduses, elles piquent. Ouais. Beaucoup. Là, première mise à l'eau, à Eutileux, il y avait beaucoup de méduses. Mais dans la mer Baltique, elles ne piquent pas. Et donc tu nages, tu tapes les méduses, et tu sors de l'eau, tu as des méduses partout, elles piquent pas. Bon, j'ai dû me faire piquer quand même par une à un moment qui, elle, piquait, parce qu'on pourra en reparler, mais j'ai fini avec le bras limite paralysé. Mais sinon, les autres, elles piquent pas. Donc la première mise à l'eau, à Eutileux, c'était quelque chose quand même. Puis finalement, on nous avait déjà prévenu, ça passe. Et avant de parler de ta paralysie du bras, parce que évidemment, pardon, qu'on va en parler, ça, voilà, c'est pour le waffle là, qui reste longtemps les auditeurs. Comment comment vous vivez le fait d'être dans cette course en étant invité, en étant presque néophyte du swimrun? Ça doit pas être facile mentalement d'être championnat du monde, parce que c'est ça, c'est les championnats du monde, mais d'être quelqu'un de lambda, quoi. Alors, moi, j'avais fait ce petit swimrun avec Bertrand, donc je connaissais déjà un petit peu ce que c'était, au-delà de connaître le concept. Fergus, mon binôme, lui, il avait déjà fait une des courses du circuit Eutileux à Cannes, mais en solo. Donc, il était sur le grand, ça devait être 45 ou 50 de course à pied et 8 ou 10 de nage. Donc, il connaissait aussi déjà un petit peu ce que c'était que de faire du swimrun grand et en solo, donc qui rajoute aussi un certain niveau de difficulté. Donc déjà, on arrivait là, on avait la banane, parce que effectivement, qu'est-ce qu'on fout là au milieu de tous ces grands, tous ces pros, tous ces machins, tous ces confrères, parce qu'il y avait quelques podcasteurs là-bas, on en reparlera. Des belles et des moins belles rencontres. Non, que des gens bien. Publiquement, que des gens bien. et on n'en revenait pas, en fait, d'être là, parce que c'était une forme de rêve qu'on vivait vraiment de l'intérieur. Oui, et puis une particularité, il y en a qui vont comparer au marathon pour tous qu'il y a eu pour les JO 2024, sauf que c'était en décalé par rapport entre guillemets aux pros. Ouais. Là, vous étiez vraiment là, on était avec les pros, quoi. Ouais. Donc, là, on était, si tu veux, c'est un peu... alors, le marathon de New York, c'est énorme et il y a beaucoup d'amateurs. Boston ou Chicago, c'est déjà quand même beaucoup plus select. C'est comme si on était au départ du marathon de Boston ou de Chicago, mais dans le sas des élites, quoi. Ouais. Et puis pas à 5000 participants. On était 243 binômes à Eutileux. Donc 243 binômes, x2 puisqu'on était des binômes. T'es fort en maths. Ça veut dire qu'on était 486 à prendre le départ. Peut-être 2-3 binômes qui ne sont pas partis. Mais donc moins de 500 personnes. Ça parle dans toutes les langues, principalement en anglais. Plus ou moins tout le monde se connaît, parce qu'on l'a dit, c'est une course à qualification. Il faut déjà avoir fait au moins une course, si ce n'est 2 ou 3 du circuit, avoir marqué des points. Et donc au final, les gens, ils finissent par se voir. Et comme c'est les championnats du monde et que c'est les meilleurs, ils se croisent de toute façon pas très loin du podium. Donc quasiment tout le monde se connaît. Et ça, c'est génial comme ambiance. T'imagines, t'es au départ, c'est une ambiance super familiale, t'as des mecs qui viennent te taper dans le dos, enfin c'est top, quoi. On n'est pas sur un marathon où t'as, même à Paris, où t'as 50 000 personnes et où tu connais pas le mec qui est à côté de toi, quoi. Est-ce qu'il y en a qui ont mal pris le fait que vous soyez invité en mode vous n'avez pas le niveau, vous avez rien à faire? On prend par la presse, tu vois. Mais donc là, à ce moment-là, on était vraiment bien, tu vois. Et on s'en sentait, même si on se sentait pas forcément à notre place, on se sentait malgré tout dans notre élément. Donc à ce moment-là, tout va bien. Pour la petite anecdote, moi j'arrive, j'ai pris un peu dans bon point, et on pourra revenir sur le pourquoi si tu veux, mais moi j'arrive, ça devait être 2-3 heures avant, on parlait avec d'autres copains qui ont fait le swimrun, ils disaient ah ouais non mais il y a machine là, il y a une année, elle a fermé sa combi, elle a pété la combi, et du coup elle a trouvé une épingle à nourrice, et puis elle a fait la course comme ça, c'était une plus petite, mais elle arrivait ensemble, parce que l'épingle à nourrice, ça gratte, machin, enfin ça frotte et autres. Donc on arrive, on était à 10 minutes du départ, je ferme ma combi et je pète ma fermeture éclair. Donc là, tu te rends compte que t'es vraiment un espèce de putain d'amateur. Et qu'est-ce que je fous là? Ça donne un petit peu le... Et du coup, t'as éludé la question sur est-ce qu'il y en a qui pensaient que vous n'aviez pas votre place et vous Non, l'ont pas fait là, sortir, pas à ce moment-là. C'est apparu après, c'est plus tard. un peu après, notamment quand j'ai été invité dans le podcast de Mathieu Poulain, champion du monde... plus en titre, mais champion du monde 2023 et 2024 double, sur Eutileux, que tu as déjà eu dans le podcast aussi.
j'ai partagé l'épisode à quelques copains et quelques pratiquants, et il y en a quelques-uns qui nous ont dit super expérience les mecs, c'est génial et tout, mais c'est quand même dommage que vous ayez pris la place d'autres gars qui auraient pu être là et qui le méritaient, alors que vous, vous avez juste demandé à venir et vous avez même pas forcément rendu hommage à leurs gars parce que vous êtes arrivés, vous n'étiez pas prêts. Bon, on n'était pas aussi près qu'on aurait dû. On avait quelques circonstances atténuantes, en tout cas de mon côté, parce que Fergus, il avait fait le job. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais justement, toi, t'en penses quoi, le fait de ce côté rendre hommage au sport? Qu'est-ce que c'est que rendre hommage à un sport? Contrairement à ce qu'on nous a dit, tu vois, moi je trouve qu'on a bien rendu hommage au sport. Parce qu'effectivement, on n'était pas aussi près qu'on aurait dû l'être. Effectivement, on n'était pas au niveau des meilleurs qui étaient là. Pour l'épilogue, on a fini dernier de la course. Mais on a fini. Je le disais au départ, il y avait 243 binômes partants, inscrits qui devaient partir. Il y en a peut-être 3-4 qui n'ont pas pris le départ. Et nous, on finit et on est 136e. Ça veut dire qu'on en a laissé presque une centaine derrière nous. Donc oui, on est les plus mauvais, des meilleurs du monde, mais on a fini. Il y en a d'autres qui n'ont pas fini, parce qu'ils se sont blessés, parce qu'ils sont abandonnés, parce qu'ils n'ont pas passé les cut-offs. Nous, on a fini. Donc déjà, ça, je trouve que c'est la meilleure façon de rendre hommage à l'invitation qu'on nous a transmise, ou le droit qu'on nous a donné de nous inscrire à la course, parce qu'on a été au bout. Parce que très clairement, et tu l'as dit, j'en ai parlé déjà dans d'autres épisodes, mais moi, après 4 heures de course, j'étais en PLS. Je ne voyais plus rien, j'arrivais plus à avancer, j'avais plus de force. Fergus, il a mis la longe, il m'a tiré, et les 10 heures qui ont suivi, c'était lui qui a tiré le binôme. C'était lui qui m'a emmené. Je me souviens d'un moment, on était au milieu de la course, juste devant la pig swim, donc celle qui est censée être la pire de toutes les nages. C'est pour ça que c'est la pig swim, la nage de cochon. Elle fait 1400 mètres. C'est un endroit où il y a beaucoup de... par mauvais temps, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de courants qui se croisent. Et bon, cette année, c'était juste exceptionnel, c'était une mer d'huile. Et on arrive là, et je regarde Fergus, je dis, je peux pas. Et il me dit, on n'y va pas si tu peux pas. Je dis, attends, donne-moi 2 minutes. On s'est posé, je sais pas ce que j'ai foutu, je me suis recentré sur moi-même, et puis j'ai dit, vas-y, on va essayer. Puis à la prochaine ligne, si ça le fait pas, on arrête, quoi. Et en fait, il m'a pas forcé. À aucun moment, il m'a dit, non, mais on y va. Et c'est là que je reviens sur la symbiose, sur la cohésion, sur la communion avec ton binôme. C'est qu'il a toujours été là en me disant, si tu peux pas, on arrête, quoi, en fait. On va pas, tu vas pas te blesser ni rien. Et il m'a quand même tiré et on a quand même été jusqu'au bout. Et c'est pour moi ça la meilleure façon de rendre hommage à ce sport et à l'invitation qu'on nous a permis d'avoir. Totalement. Enfin, c'est comme si on dit voilà, que Léon Marchand rend hommage à la natation, mais que madame qui pour la première fois nage une demi-heure sans s'arrêter rend pas hommage à la natation. Je sais jamais comment il s'appelle, mais tu sais. Je m'appelle Théo, moi. Ah non, c'est pas. Tu sais, cet Africain qui avait été au JO. Les commentateurs étaient morts de rire. Et tout le monde se foutait de sa gueule. Mais ça n'empêche que le mec, il a quand même rendu hommage à ce sport et au droit qu'on lui a donné d'aller au JO, parce qu'il aurait pu s'arrêter. Enfin, je veux dire, il n'était même pas encore aux 50 mètres quand les mecs, ils avaient déjà fait 200 mètres et bouclé la course, quoi. Et le mec, il a fini les 200 mètres. À la brasse, il a souffert. On voyait il était à 2 doigts de se noyer, mais il a été au bout. On dira ce qu'on veut. Le mec, non, c'était pas un sportif de haut niveau. En tout cas, c'était pas un sportif au haut niveau et au meilleur niveau mondial, comme on pourrait les attendre au JO. Mais il y a les règles de qualification. On lui a permis d'être là. Il était là et il a rendu hommage à cette qualification qu'on lui a permis d'avoir parce qu'il a été au bout de la course. Oui, je dis toujours que quand tu te lances dans un projet, dans un objectif, ce qui est le plus dur et ce qui est le plus beau, c'est d'être là le matin du dernier jour, quoi. Ouais. Que après la course, elle se passe bien, elle se passe pas bien, que tu gagnes, que s'en fiche. Le travail de ouf, c'est tout le projet que tu as fait en amont, rien que de se dire, allez, on se lance dans l'aventure, d'avoir mis en place plus ou moins bien ta préparation. Mais voilà, c'est ceux qui sont là le matin de la course, que ce soit pour du swimrun, pour une course à pied ou quoi, c'est eux qui rendent hommage au truc, quoi. Ouais. Et pas forcément ceux qui nagent vite. Enfin, ça serait ridicule de se dire t'as pas nagé vite alors tu rends pas hommage à la natation. Dans ce cas-là, il y a quoi? Il y en a un parce qu'il y a McEvoy qui vient de battre le record du monde, donc tous les autres avant ils n'ont pas rendu hommage. C'est complètement dommage, quoi. Et c'est dommage aussi que certaines fédés
sans les citer, ou certaines personnes dans les fédés se rendent pas compte de ça aussi. Oui, le sport de haut niveau, c'est la meilleure image qu'on puisse donner pour donner envie de pratiquer un sport. Ouais, mais il ne faut pas oublier que le meilleur du monde ou le meilleur du pays sur 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, crawl, brasse, dos, tout ce que tu veux, c'est 0,0001% de tous les pratiquants qui donnent à bouffer au président de la Fédé quand même. Ouais. Et puis c'est les 99% qui permettent de monétiser et de payer les déplacements du 0,01. C'est ça. Donc c'est un travail collectif, tous les sports, la natation ou autre, mais c'est monsieur et madame tout le monde qui permettent de débloquer des crédits pour que le club puisse avoir des lignes d'eau. C'est monsieur et madame tout le monde qui permettent au club d'envoyer quelqu'un en compétition et de tout faire. Et, je suis en train d'écrire cet épisode qui va sortir dans 2-3 semaines sur... Voilà, c'est grâce à toi que Léon Marchand est champion olympique. Donc, merci. Tu sais que le Marchand est toulousain, hein, donc je ne l'ai jamais croisé quand j'étais à Toulouse, mais j'aurais bien voulu. Mais voilà, donc c'est un petit teaser d'un épisode qui va bientôt sortir, parce que c'est important et les gens ont tendance à sous-estimer et à se dire que non, ils ne méritent pas, qu'ils ne rendent pas hommage, qu'ils ont une mauvaise technique. Bah non, ils font ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent, ce qui va avec leur histoire, leur pratique et leur objectif. Et c'est ça qui est important à retenir. Et justement, toi qui es podcasteur, qui passe ton temps à interviewer des gens, quelle est l'importance pour toi de mettre en lumière ces parcours, et pour toi, et pour ton auditeur ? Pour moi, déjà, c'est très égoïstement, c'est un putain d'avantage parce que tu as accès à des gens auxquels, en tant que kidam, et je mets bien des guillemets parce que là, si c'est encore en audio, on ne le voit pas, en tant que kidam, tu n'as pas accès. Enfin, je veux dire, le jour où Léo Marchand viendra sur ton podcast, ce sera très certainement parce que ton podcast et pas parce que Théo, t'es un mec génial, mais s'il n'y a pas ton podcast, Léo Marchand, il ne connaît pas. Et même avec le podcast, il ne connaît pas encore, mais ça va venir. T'en sais rien. Pas encore, ça va venir. Ouais, je suis en train de préparer ça. Petit à petit, je me rapproche de lui pour mettre... j'ai en tête un épisode avec lui et David Smetanine, qui est champion paralympique, justement pour raconter les différences, les ressemblances d'athlètes de tel niveau, mais aussi différents. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui sont encore là, désolé de vous pourrir les oreilles, on est à 1h30. Ouais. Allez-y, inonder l'agent de Léon Marchand pour lui dire qu'il faut qu'il aille sur SwimSmart. C'est le meilleur moyen d'avoir d'avoir un invité, hein. C'est quand c'est les auditeurs et les auditrices qui le demandent. Anyway, déjà, pour répondre à ta question, très égoïstement, c'est un kiff pour moi, parce que ça me permet d'avoir accès à des gens auxquels je n'aurais pas accès normalement sans le podcast. Et c'est aussi le meilleur moyen d'apprendre de certaines personnes, pas de tous. C'est pas parce que tu interviews un ou une sportive de haut niveau qu'il va tout apprendre. Il y en a qui ne partagent pas, ou il y en a pour qui c'est tellement inné qu'en fait ils ne savent même pas pourquoi ils sont là, mais ils sont là. Donc c'est aussi un moyen d'apprendre. Mais surtout, oui, j'ai interviewé des sportives et des sportifs de haut niveau, de très haut niveau, des anciens champions du monde. Mais pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, moi ce que j'aime aussi par-dessus tout, c'est échanger avec des amateurs, au sens noble du terme. Des gens qui aiment ce sport, le triathlon, le swimrun, ou l'un des sports du triathlon, natation, vélo ou course à pied, parce que c'est eux qui en parlent le mieux, en fait, de pourquoi ils sont là, pourquoi ils pratiquent. Un Léon Marchand, pourquoi il continue à nager ? Parce qu'il gagne, parce que c'est son métier, et parce qu'il y trouve un certain plaisir. Ok, et on imagine quel est ce plaisir qu'il trouve dans la natation. Mais Madame Michu, pourquoi elle va à la piscine ? Madame Michu, pourquoi elle fait du triathlon ? Madame Michu, pourquoi elle fait du swimrun ? Arnaud, pourquoi est-ce qu'il va une deuxième fois au Tilleux au-delà d'être qualifié ? Parce qu'en fait, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, c'est quand même un sacré périple d'aller jusque là-bas. Pourquoi ? Et c'est eux qui en parlent le mieux, plutôt que tous ces grands champions et toutes ces grandes championnes. Oui, parce que ça demande énormément de sacrifices, énormément de travail, mais il ne faut pas oublier que c'est beaucoup plus facile de progresser en natation quand on n'a que ça à faire, entre guillemets, qu'on est professionnel, qu'on n'a pas de soucis à avoir et qu'on a accès au bassin, salle de muscu, kiné et tout. C'est bien plus dur que d'intégrer, de progresser en natation quand on a un boulot, qu'on a une famille à gérer, qu'on a plein de trucs, qu'on a des soucis. Et les gens ont tendance à oublier, en mode « Ah bah ouais, c'est trop fort ce qu'ils font ». C'est leur métier. Attention, je voudrais quand même mettre un petit truc, c'est que tu opposes le sport et le boulot. Non,
Les sportifs de niveau, c'est leur job. Oui, non, mais Je déconne, Théo, non, je non, déconne. mais c'est justement, les gens, j'ai l'impression qu'ils comparent les progrès de long marchand en mode, ah tiens, en 4 ans, il a progressé de tant de secondes, alors que moi, je galère. Sauf que lui, toute sa vie est orientée à la Autour de ça. natation, quoi. Mm. Donc, toutes ces réflexions, tous ces trucs, nous, c'est pas possible, quoi. Donc voilà. Et c'est important aussi de mettre en lumière ça. Et c'est ce que j'aime bien dans ton podcast. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je suis ravi de t'avoir. Alors, j'allais dire dans mon podcast, mais c'est chez toi avec tes micros, avec tout. Mais je suis ravi de t'avoir. Alors qu'il y a quelques années, j'écoutais, et en ce moment, j'écoute plus trop, je l'avoue, mais je vais m'y remettre. J'écoutais ton podcast et ça me fait très plaisir de t'avoir. Et j'aime bien ce côté mettre en lumière, d'alterner les experts, les professionnels et aussi les amateurs. C'est ça qui fait la beauté du sport, de la natation plus que les autres, hein, parce que c'est mieux la natation que le vélo ou la course à pied. C'est un sport d'intellectuel, nous. L'autre, il passe son temps à compter les carreaux, mais sérieusement. Ah oui, mais en maths, on est bon. Toi, le x2, t'as mis du temps tout à l'heure. Ah, t'avais déjà compté. On arrive à la fin de cet échange passionnant, parce que j'ai commencé à avoir envie de faire pipi. Vas-y, on met en pause. Moi, je vais parler avec Audrey, la productrice, et puis là, on fait une Mathieu Stéphanie. Vas-y, va pisser, va faire un café. Moi, je parle tout seul ou avec Audrey. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, Hermano, et à devenir triathlète? À devenir triathlète, de toucher encore plus de triathlètes. Moi, j'ai les cheveux qui s'hérissent sur la tête et tous les poils qui s'hérissent à chaque fois que je croise un triathlète, parce que quand même, on va pas se mentir, les triathlètes, on nous reconnaît, parce qu'on aime bien mettre en avant qu'on est triathlète, on a un sac à l'effigie d'un Ironman, on se balade avec nos plaquettes bien visibles, on a les mollets tout rasés, et en fait, si on pouvait écrire partout et se trimballer avec une pancarte « I am a fucking triathlete », hein, on le ferait. Donc, à chaque fois que je croise un triathlète et que je dis « Ah, tu connais, t'écoutes des podcasts, ouais, tu connais devenir triathlète ?» Non. Non, mais c'est inadmissible, ça. Et tous les clubs de triathlon où je vais, où les gens disent devenir quoi? Non, je ne connais pas. Donc, ce qu'on peut souhaiter à devenir triathlète, c'est qu'on devienne vraiment le podcast de référence pour tous les triathlètes francophones du monde. Et c'est là où les auditeurs qui écoutent, là, ils ont ce pouvoir-là. Ils ont ce pouvoir de s'abonner, parce que quand tu t'abonnes, tu dis à la plateforme que c'est intéressant et donc elle va le montrer à d'autres personnes, tu as le pouvoir d'en parler, de commenter et tout. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps, donc je ne peux que vous solliciter, vous booster à d'abord vous abonner à SwimSmart et après aller sur Devenir Triathlète et vous abonner pour partager ça. Et n'oubliez pas de mettre des commentaires aussi et des étoiles, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast, parce que c'est ça aussi qui dit à l'algo « montre le podcast ». Pensez bien que ce que vous écoutez, c'est gratuit, mais ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'argent aux créateurs, à nous. Et du coup, à Hermano, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que je continue à produire toujours autant de podcasts et à m'éclater dans le sport comme je le fais jusqu'à présent. Peut-être que je remonte sur un vélo, mais pour ça, il va falloir faire beaucoup d'opérations. Et puis faire ce fameux épisode sur le cycle menstruel qui, Ouais, mais ça moi, m'intéresse. va pas être Donc, trop compliqué à mettre en place. Ce sera moins dur que certaines autres. En tout cas, c'est un grand plaisir. On va se retrouver tout à l'heure dans l'eau pour ce premier épisode de J'irai nager avec vous, où je pars à la rencontre des abonnés premium et de leur Il me nage. semblait que ça s'appelait « J'irai nager chez vous Oui, c'est pas ce que j'ai dit. ». T'as dit « avec vous », pas « avec chez vous Faut que je ». trouve. Ouais, t'es pas encore bon sur la Ouais, tagline. c'est que je me suis juste inspiré de J'irai dormir chez vous. Hein. Donc je suis pas allé chercher très loin. Mais voilà, donc allez voir sur YouTube parce que ça sera uniquement sur YouTube. Un grand merci Hermano. Un grand merci pour tout le travail que tu fais pour le triathlon. Parce que quand même, dans le triathlon, il y a un tiers qui est bien. Donc c'est important d'en parler. Mais voilà, continue. Et puis au plaisir de te recevoir à nouveau sur le podcast pour parler. J'ai encore plein de questions à te poser. Écoute, merci pour l'invitation. C'est très, très, très sympa de passer à nouveau un moment avec toi. Merci aussi pour tout ce que tu fais pour la natation, parce que tu dis que je fais beaucoup de choses pour le triathlon, mais toi, tu en fais aussi beaucoup pour la natation, pour que les gens remettent la natation dans leur quotidien, à la hauteur, à la vitesse, et passer autant de temps qu'ils veulent bien et qui peuvent se le permettre dans l'eau. Donc merci pour ça, et puis ouais, au plaisir de se recroiser et puis de se faire plein de crossovers avec tous les copains podcasteurs, triathlètes, nageurs, triathlètes, nageurs, swimrunner, triathlètes. Et il y a de quoi faire, et c'est une phrase que je dis de plus en plus, mais le meilleur point de départ
pour progresser, c'est d'aller dans l'eau, d'aller sur un vélo ou courir pour toi. Mais voilà, c'est la pratique qui va vous faire progresser, c'est rien d'autre. Donc voilà. Passez une bonne journée, merci Hermano, et on se voit très vite. Merci. Salut!